Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de la saison 3 de SpaceHack, le premier space dédié aux doyens des clubs français. Au menu ce soir, je vous propose de revenir bien évidemment sur la rencontre de dimanche après-midi qui a vu une nouvelle fois nos ciels et marines laisser filer 3 points au profit, cette fois-ci de Brest. Nous évoquerons également l'actualité autour du club avec la signature de notre nouvelle recrue, ainsi que la qualif des féminines en quart de finale de la Coupe de France. Mais avant tout ça, permettez-moi de vous présenter l'équipe qui m'accompagnera ce soir. Il se fait rare dans les spaces, mais ce soir il en a gros et il aura des choses à dire apparemment. CC est avec nous ce soir. Bonsoir CC. Bonsoir à tous. C'est un très grand un très grand professionnel puisqu'il a regardé le match 2 fois. Thomas est à nos côtés ce soir. Bonsoir Thomas. Ouais, toujours à la pointe. Toujours à la pointe, c'est exactement ça. Alors, j'ai porté la poisse dans son introduction. Je vais vous la lire quand même. Et il ne rate jamais un space, même après une longue nuit de boulot. Notre Clément est également des nôtres ce soir. Apparemment non. Pas pour l'instant. Mais à la place, last but not least, le capitaine nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir Romain. Salut, salut. Nous sommes, vous l'aurez compris, en effectif, réduit ce soir, mais nous avons un banc très très riche avec vous tous, chers auditeurs. Alors n'hésitez pas à partir vous échauffer et à faire une demande d'intervention en cliquant sur le micro en bas à gauche. Nous vous ferons entrer dans les débats à n'importe quel moment. N'oubliez pas également le hashtag SpaceSac pour interagir avec nous et bien sûr le chat lié au Space. Oui, nous, on n'est pas comme Digard, on fait rentrer à n'importe quel moment, c'est ça? Ouais, on les fait partir s'échauffer surtout. Clin d'œil pour Alexandra. Juste pour vous couper, il y a un commentaire qui revient sur ce que j'ai dit au tout début. Et Ah. on m'a dit: «T'es gentil, Dunkerque, c'est pas notre championnat, ils nous ont déjà défoncé». Voilà. Allez, c'est parti quand même. On va y aller, hein. Alors ce soir, on prend les mêmes et on recommence malheureusement. Une nouvelle fois, la foudre s'est abattue au stade d'Océane. Mais cette fois, ce fut un tonnerre de Brest que nous avons pris sur la tête puisque les Bretons sont venus s'imposer 1-0 sur un but de Ludovic Ajorc à la 25e minute. Et pourtant, nous étions prévenus. On savait dès la 15e seconde que ce match allait être compliqué avec le carton jaune donné par Lucky Luke, l'arbitre qui avertit plus vite que son ombre à Aruna Sanganté, puis rebelote à la 3e minute contre André Ayou. De quoi donner le ton et faire monter la tension dès le départ, Thomas. Ouais, le début de match était hyper bizarre et effectivement l'arbitre qui cartonnait. Bon après le carton de Sanganté pour le coup il est pas choquant, celui d'Ayou il est peut-être un peu plus discutable, mais je le trouve pas scandaleux non plus. Mais comme disaient bien les commentateurs, hein, je sais pas, je pense qu'on a tous écouté plus ou moins sur DAZN ou suivi quand même comme ça. Ça montrait qu'il y avait de l'engagement dès le départ, donc il y a eu vraiment la volonté des deux côtés parce que je crois qu'il y a un carton jaune 2 minutes après pour un Brestois, d'essayer de rentrer dans l'adversaire rapidement. Donc ça, c'était plutôt positif, mais quand tu prends 2 cartons en 3 minutes, après, forcément, tu es obligé de lever un peu le pied, quoi. Ouais, t'en as pensé quoi? Est-ce que ça a créé une tension un petit peu, je vais pas dire inutile, mais une tension un petit peu bizarre pour le début du match, alors que voilà, quand tu commences, bon, en général, ça Bah, se passe pas trop mal, mais là, on était parti un peu mal, je on est trouve, hein. parti on est parti sur un chapeau de roue, hein, tu peux le dire. Non, Exactement. c'est vrai, je pense qu'il y a une sorte de tension. C'est vrai que comme a dit Thomas, ça a commencé, tout le monde était bourrin, on va dire. Après, moi l'arbitre il s'est imposé tout de suite. Moi je sais que j'ai des soucis avec les arbitres, donc je vais pas trop commenter là-dessus, mais voilà, il a voulu s'imposer et bon après ça a marché, hein, parce qu'en soi il a tenu son match et il a fait un match correct, donc Oui, parce c'était qu'après, pas si choquant. il s'est globalement calmé après. Voilà, il a montré qu'il était capable de sortir Bah, la biscotte assez vite et ça a peut-être calmé les ardeurs de certains joueurs, non? il a mis 4 jaunes en 20 minutes et puis après, et après je crois qu'il y en a eu un deuxième il y en a eu un cinquième en deuxième mi-temps, mais le reste après ça va, Ouais, sur ça a été Ajorc en correct. deuxième mi-temps de mémoire. Mmh. Le hack nous habituait hein, depuis quelque temps à jouer une mi-temps sur les deux. Alors c'est un concept original, hein, mais c'est un constat qui nous coûte cher quand même dans la lutte pour le maintien. Et sur cette rencontre, c'est la première mi-temps qui a été bâclée, pour ne pas dire catastrophique en tout point de vue, mais le sommet de ce fiasco, c'est évidemment l'énorme boulette de Targaline qui nous coûte un but et une défaite. Alors, j'ai pas envie de faire du Targaline bashing, on va essayer voilà, de se calmer, loin de là, hein. Mais objectivement, il n'est que l'ombre de lui-même cette saison. C'est Quentin, est-ce qu'on va revoir, selon toi, Oussama sous le maillot du hack cette saison? Bien sûr.
dès le prochain match, titulaire. Ouais. Thomas, t'en penses quoi, toi? Est-ce qu'on va le revoir et est-ce qu'on doit le revoir? C'est ça la question. Ah, est-ce qu'on doit le revoir? C'est une autre question. Moi, je peux le mettre un petit peu au vestiaire un petit moment parce que je pense il y a des trucs autour de lui qui font qu'il est pas bien dans sa tête. Enfin, voilà. C'était un gars comme l'an dernier qui était un pilier de l'équipe. Là, cette année, c'est que l'ombre de lui-même. Faut pas oublier que plus tôt dans la saison, il y a quand même plusieurs fois, on prend des buts sur des pertes de balles. Bon, c'est pas toujours sa faute, mais bon, quand t'es à l'origine de la perte de balle, ça fait mal. Et puis là, même hier, bon, il y a évidemment le but. Bon, je sais pas ce qu'il fait, il panique, enfin voilà, il essaie de temporiser alors que t'es à 2 mètres du but. Ça peut pas marcher. Mais dès la 4e minute, comme tu as dit, je me suis refait le match au Cal cet après-midi. Dès la 4e minute, il y a une perte de balle qui se termine par une parade de Gorgelin, donc c'est presque devenu un classique. Et non seulement il nous apporte plus forcément ce qu'il apportait l'an dernier, mais il commence à coûter un petit peu cher. Donc ouais, c'est une vraie question. C'est est-ce qu'on peut le revoir? C'est possible. Est-ce qu'on doit le revoir? Pas sûr. Romain, d'un point de vue général, c'est vrai que la saison de Targali n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on avait, voilà, de ce qu'on avait vu précédemment et puis des espoirs qu'on avait placés en lui. Je sais pas si tu as eu l'occasion de revoir le but de Ajorc en replay. Est-ce que selon toi, Targaline n'est plus concerné par le hack et ne devrait plus porter les couleurs ciel et marine? C'est sûr qu'il est pas à la hauteur de là où on l'attendait. Il confirme pas. Je sais pas. Il y avait pas des rumeurs d'embrouille ou je ne sais quoi avec Digard ou un départ au Maroc qui était un peu caché. Enfin voilà, Il me il y a eu quand semble, même des ouais. choses un peu, il y a eu quand même des choses un peu étranges quand même. On peut pas dire autre chose, mais non, enfin déjà il nous a coûté plusieurs buts cette année. Hein, c'est pas le seul, il nous a coûté plusieurs buts cette année sur des mauvaises relances ou des pertes de balles surtout. Alors comme le dit Thomas, il y a t'as posé 2 questions. Non, moi pour l'instant avec les recours qu'on a fait là, je souhaite pas le revoir. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il a la tête au hack en tout cas. Oui, tout à fait. Et Moi, oui, ouais. oula, ça, Ouais, non. tu captes mal, Ouais, cher ami. Vas-y, je non, t'écoute. c'est mieux ou pas? Ouais, Ouais, c'est c'est mieux. mieux, c'est mieux. Non seulement il nous fait coûter. Alors, c'est pas mieux, cher ami. C'est pas mieux. Non, c'est pas mieux. Ouais, Vite, change de si on peut faire un planète test, ou ça fait un ouais. test, 1, 2, 1, 2. Ouais. Est-ce que tu peux changer de pièce éventuellement ou lever le bras peut-être pour capter une antenne un peu mieux? Je ne sais pas. Ben, je pense que c'est la frappe d'Ayou qui est rentrée dans mon antenne. Attends. Non mais ça bug un peu parce que j'ai dû sortir aussi moi. Ouais, ouais. Bon, de toute façon, un space sans erreur technique, sans problème technique venant de Twitter, c'est pas étonnant non plus. Hein. Bon après du coup, je sais plus ce que vous avez dit sur Targaryen parce que j'ai un peu raté, mais c'est lui je crois qui symbolise le mieux ce dont certains ont parlé, c'est-à-dire que certains joueurs qui peut-être super surperformé l'an dernier, qui malheureusement rentrent dans le rang cette année, je pense que lui il fait clairement partie de cette catégorie-là quoi. Alors, Romain évoquait un problème extra-sportif par rapport à un séjour au Maroc qui n'avait pas été autorisé, où il était attendu à l'entraînement, qui n'était pas venu, etc., etc. Est-ce que tu penses que ce genre de choses, ça peut rentrer en ligue de compte ou est-ce que c'est peut-être, comme le dit Quentin, si j'ai bien compris, entre deux bugs, après ses performances au JO, peut-être, voilà, la volonté du joueur d'aller voir au-dessus, peut-être, est-ce qu'il a pas pris un peu le melon par rapport à sa médaille de bronze? Est-ce que tout ça, ça peut avoir une incidence selon toi? Bah peut-être que c'est un mélange de tous ces facteurs d'ailleurs, hein, difficile à dire. Après sur le coup du voyage ou pas au Maroc, je crois que Mathieu Bodmer l'avait démenti. Donc j'irai pas jusqu'à traiter notre déesse de menteur. C'est juste que ça a été démenti, donc je vais partir du principe que ça n'a pas eu lieu. Mais après oui, je pense qu'il y a eu peut-être des tensions aussi avec le coach. Et on sait qu'il veut jouer en 6 et que ça n'a pas toujours été le cas. Donc voilà, mais après hier enfin voilà, il était devant la défense hier et ça n'a pas été formidable non plus quoi. Ouais, alors j'ai noté, enfin moi hier j'ai revu le match plus tard. J'avais l'impression qu'il avait l'air perdu comme moi à 8 ans dans la cour de récré. Je savais pas quoi faire avec la balle. Et puis bim, je prends un but quoi. Et là le joueur a l'air complètement paumé et je pense que ça va lui coûter cher. Alors Digard en conférence de presse a dit qu'il l'avait sorti à la mi-temps pour le préserver, pour le protéger, etc. Voilà, il compte sur lui pour la semaine prochaine, comme le disait Quentin, qui il pense qu'il
peut être aligné la semaine prochaine. Il y a de fortes chances. En tout cas, c'est a priori la volonté d'Igard. Mais pour moi, c'est le point culminant de toutes ces erreurs qu'il a pu faire sur les matchs précédents. Et je pense qu'il a, voilà, il a plus la tête au hack. Quentin, tu voulais rebondir. 1, 2, c'est bon, ça marche. Ouais, t'as changé de maison, t'as déménagé, comment ça se passe? J'ai absolument pas bougé. Non, mais je voulais revenir parce que c'est vrai qu'il fait un JO pas trop mal, mais il y a eu le retour sur Terre. Est-ce que mentalement, il se voyait autre part en fin de période estivale? Est-ce que il voulait rester chez nous? Enfin, je sais pas. Mis bout à bout, est-ce qu'il s'entend vraiment bien avec Digard? Parce que c'est vrai que DAZN avait souligné ce problème-là, apparemment, où Targaline et Digard, ils étaient vraiment en tension. Je sais pas, je pense qu'il a un gros problème mental. Puis c'est vrai qu'il a eu beaucoup de blessures aussi, donc en fait, je pense que tout bout à bout comme ça, ça m'étonne pas qu'il fasse des mauvaises prestations, quoi. Alors, je cite un message dans le chat de Gilles qui nous dit Oussama, il nous a fait une Messi, il a fait sa préparation au JO. Maintenant, c'est bon, pouvoir faire 2 touches de balle en ses propres 6 mètres avec Arjor dans le coin, il manque un programme pour tenter ça. Oui, est-ce que c'est ça la question. Alors, est-ce que vous pensez qu'un joueur de cet âge-là arrivera à se remettre de ce qu'il a fait? Thomas, est-ce que tu penses qu'il arrivera à se remettre la tête à l'endroit et revenir en sachant que voilà, comme je disais tout à l'heure, depuis le début de la saison, c'est l'ombre de lui-même. Bah, c'est ça en fait, t'as l'impression qu'il a jamais vraiment démarré sa saison par rapport à ce qu'il a été capable de produire l'an dernier. Peut-être par passe, mais très légèrement. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu un gros match de Targaline cette saison. Alors après, je dis ça vite et peut-être qu'il en a fait un, mais l'an dernier, il avait quand même enchaîné quelques bonnes prestations. En Ligue 2 aussi. Et là, cette année, bah, t'as l'impression qu'il a pas de match référence, qu'il s'enfonce un petit peu. Alors peut-être dans la morosité, peut-être aussi avec les pépins de santé. On paye peut-être aussi, j'ai tilté sur ça en entendant Quentin parler des JO, on paye aussi peut-être notre choix d'avoir laissé tout le monde partir au JO, ce qui est très noble pour un club formateur. Mais du coup, t'as des mecs derrière, bah, Keshta, il fait pas une saison de ouf. Touré, bon, il est bon sans être exceptionnel, puis là, il est blessé, peut-être qu'il y a eu un impact physique. Targaline, il est pas dedans. Je veux pas dire que les JO nous coûtent cher, mais voilà, peut-être en termes de choix de prépa, c'était pas l'idéal de laisser tout le monde partir. On a peut-être pu faire quelques choix. Enfin voilà, j'arrive pas à comprendre comment il est passé du Targaline de l'an dernier au Targaline de cette année. Il y a sans doute effectivement plein de trucs, hein, il y a plein de choses qui ont été mentionnées. Je pense que c'est peut-être un mélange de tout ça. Mais est-ce qu'il est indispensable à l'équipe aujourd'hui? Honnêtement, c'est difficile à dire. Mais après, il y a l'autre question, c'est si tu le mets sur le banc, bah, qui tu mets à la place, quoi. Eh ben, alors on va l'aborder tout à l'heure, mais Diawara. Comment vous avez pensé, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Diawara sur sa deuxième mi-temps, puisqu'il est rentré à la 46e minute pour rappel, enfin la 45e pardon, à la reprise, en même temps qu'Ahmed Hassan. Qu'est-ce que vous avez pensé de Diawara CSC? Bah écoute, alors c'est pas évident à évaluer dans une équipe qui est mal en point. Après, c'est vrai que on va dire que c'est la petite éclaircie, voilà, et sur les très, très bons sur certaines phases de jeu, notamment sur la transition, que je trouve ça intéressant et c'est ce qui nous manquait. Après, défensivement, on n'a pas trop subi la foudre, donc On en parlera tout à l'heure de la deuxième mi-temps, j'att effectivement, ouais. ouais, donc j'attends vraiment de voir sur un autre match, surtout contre Angers, donc on verra bien. Tout à fait. Est-ce que tu penses, Thomas, toi, qui peut être titulaire à la place d'Oussama sur la pelouse de Angers dimanche prochain? Toi, tu lis pas mes tweets, toi. Non, je lis pas vos tweets. Je me laisse la surprise. Moi, je voulais déjà le voir titulaire hier avec Hassan. Donc, d'ailleurs, les changements qui ont été faits à la 45e, hein, moi, c'est le 11 que j'aurais mis au départ. On le voulait Donc, tous, je pense, on voulait tous les voir titulaires, je voilà. crois, ouais. Vu l'état du groupe avant le match, ouais. Ouais. Donc oui, effectivement, titulaire s'il a les cannes. Oui, après, sur le match d'hier, bon, c'est correct. J'ai pas jusqu'à dire prometteur, mais c'est correct. Effectivement, dans l'impact, c'est pas mal du tout. Après, quand on est en souffrance, parce qu'on a été moins en deuxième, il faudra voir effectivement s'il arrive à résister aux assauts d'une équipe qui a envie de nous faire mal. Donc ça, on l'a pas vu trop dans cette situation-là, parce qu'on va pas se mentir, hier, Brest, ils ont géré tranquillement, hein. Ils sont entre 2 matchs de Ligue des Champions, ils reçoivent le Real après-demain, je crois. Voilà, deuxième mi-temps, je vais pas dire qu'ils étaient en tonde, mais ils ont géré tranquillement, quoi. Donc, on n'a pas été non plus en énorme souffrance.
Ouais, alors on parlait justement de tes volontés et de notre volonté de les voir, lui et Ahmed Hassan, sur la compo de départ, au départ du match face à Brest. Et justement, je crois que c'est Benoît Donquel qui a interrogé Didier Digard par rapport à ça et à ses choix de garder ces joueurs, voilà, comme Targaline par exemple, etc., ou Ayou, Sabi devant et pas les nouvelles recrues. Et donc Didier Digard a déclaré que sur cette compo, il avait la volonté de garder le même les automatismes, enfin de garder ses joueurs pour maintenir des automatismes, etc. Ma question, elle est un petit peu dure, mais des automatismes avec des joueurs qui ont la tête ailleurs et qui ont un niveau faible depuis plusieurs matchs, voire de trop nombreux matchs. Est-ce que c'est une bonne idée à votre avis, Thomas? Bah, je vais être encore plus méchant que toi, mais quels automatismes? C'est ça? On n'a pas de circuit de passe préférentiel. J'ai même pas souvenir d'une action vraiment construite sur les 14 buts. On en a marqué 14, je crois. Sur les 14 buts qu'on a marqués, déjà, t'as 3 pénaux, t'as pas mal de buts sur coup de pied arrêté. Des actions construites, ça doit se compter sur les doigts d'une main, et j'ai pas souvenir qu'il y ait des schémas qu'on ait réutilisés régulièrement, quoi. Donc les automatismes, je veux bien, mais moi j'ai du mal à les voir, en fait, et ça fait partie des reproches qui sont faits régulièrement à Digard. Ça, on n'arrive pas à comprendre le plan de jeu, la stratégie. Donc je veux bien, je comprends l'idée si tu veux, mais je vois pas les automatismes dont il parle. Hmm. Ah, c'est parce que tu ouvres pas les yeux, mais on fait toujours la même chose sur les ressorties On de les balles. On repasse par Nego et puis Nego il met un grand ballon devant. Non mais Oui, voilà, oui, oui. je repense à un tweet. Alors je sais pas si vous connaissez le compte Météo Foot, mais qui avait sorti une carte sur les compos de départ et le hack avec d'autres équipes fait partie des équipes qui n'ont jamais aligné deux fois le même 11 de départ. Voilà, on n'a jamais eu le même 11 de départ. Je vais faire entrer Alexandra qui a des choses à dire. Je pense qu'elle avait l'air. Et d'ailleurs, du coup, je termine parce que moi j'ai parlé de la cohérence de Didier Digard sur le fait de demander des recrues et de pas les mettre, parce que je trouve ça parfaitement incohérent. Là, c'est pareil, des automatismes alors que t'as pas aligné deux fois le même 11. Je veux dire, genre, moi j'ai du mal à voir la C'est cohérence quoi, ça. derrière le discours. On se rejoint totalement, Thomas. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Non, j'ai plus rien à dire. Thomas vient d'employer les termes. Donc c'est bon. Merci Alexandra, bonne Voilà. soirée. Non, je plaisante. Bonne soirée. Désolé. Tu peux Non, rester, faut pas l'être. tu peux rester bon. avec nous, il y a pas de souci. Oui, Hein. pas de souci. Ça va. Donc voilà, bah oui, bah c'était voilà, je voulais revenir sur cette déclaration de Digard, moi, qui m'a un peu fait sauter au plafond. Et voilà, sur certains tweets où les gens, les pro Digard, et je suis pas pro ou anti, enfin voilà, vous connaissez mon point de vue, mais voilà, qui disent que c'est les joueurs sur le terrain qui font le jeu, mais les joueurs sur le terrain, c'est l'entraîneur qui les met. Donc, pour moi, de ce principe, le fautif, c'est l'entraîneur. Si les joueurs font pas le taf, tu les changes. Alors certes, on n'a pas un banc de touche extraordinaire, mais il y a des joueurs quand même qui sont un peu plus performants, je trouve, que ceux qu'on a sur le terrain. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Romain, tu peux intervenir aussi Alors, par moi, rapport à ça. je suis un peu d'accord avec toi et en plus les conférences de presse sont lunaires à chaque match, comme ce week-end où il dit que les joueurs sont fatigués. Alors, c'est vrai qu'on a enchaîné beaucoup de matchs. Mercredi, on a joué en Ligue des Champions contre Brest, mais bon. Romain, tu voulais, est-ce que merci Quentin. Romain, est-ce que tu voulais, voilà, tu avais un avis par rapport à ce que je viens d'aborder, par rapport au choix de joueurs? Non, mais je vais défendre le coach. Non, je plaisante. Non, le 11 on s'attendait pas à ça, on s'attendait pas à cette compo, mais d'un autre côté, je comprends aussi que d'un autre côté, les nouvelles recrues, les derniers joueurs arrivés, sont peut-être tout simplement pas prêts physiquement encore quand même. Enfin, ça me paraît un petit peu tendre quand même pour les mettre titulaires. Alors, C'est des joueurs qu'il faut relancer pour la plupart, comme d'habitude. Hein. Donc, parce qu'on n'a pas d'argent, simplement. Mais ouais, non, ça me paraît peut-être un petit peu juste. C'est juste ça. alors Thomas, je pense, alors, pour précision, Romain n'a malheureusement pas pu voir le match, c'est pour ça que je l'interroge vraiment de manière générale sur les matchs précédents, sur Tout à l'environnement fait. global. Thomas, tu avais remarqué quelque chose sur ton deuxième visionnage un peu sadomaso du match. Tu avais regardé que il y a un strap. Targaline jouait avec un strapping, c'est ça? Oui, ouais, je l'avais pas vu hier, mais en fait, ouais, Targaline, il était bandé à la cuisse gauche. Hein. Donc, A priori pas à 100%, c'est-à-dire comme une c'est ça, recrue par exemple qui viendrait de signer au club. c'est ça. Et je vais aller plus loin, mais bon, je l'avais déjà dit un petit peu hier sur les réseaux.
même s'ils peuvent pas faire tout le match, s'ils sont meilleurs intrinsèquement que ceux que t'as, tu les fais jouer, tant pis si tu les changes à la 55e. De toute façon, hier, on a viré de Loustic à la 45e pour mettre l'équipe qui, finalement, a tenu un petit peu en deuxième mi-temps. T'aurais attaqué que cette équipe-là, peut-être que tu rentres pas au vestiaire déjà avec un but dans la musette, mais au-delà de ça, avec le lessivage mental. Quand tu vois l'interview de Lloris à la mi-temps, enfin, pour ceux qui regardaient la télé, Ouais, on va en parler après. il a le seum, mais d'une force. Enfin, moi, je l'ai pris pour ses coéquipiers, ce qu'il dit. Quand il dit dans les duels, on est naze, en gros. Le pauvre gars, mais il fait 90 ans, quoi. Interview à la mi-temps, il est rincé de chez rincé. En même temps, il fait une grosse mi-temps. Ouais, on va en parler de Ouais, Gauthier, ouais, tu as raison. Ouais. mais Non, je veux dire, voilà, à un moment, mais Hassan, même s'il va courir que 55 minutes, mais Diawara, il a 19 ans, il s'entraîne avec l'OL, ça va. Je pense qu'il peut tenir un petit peu. Plutôt que de mettre effectivement un Targaline qui est pas dedans cette saison et qui en plus effectivement a un bandage à la cuisse, quoi. ouais. Je comprends pas vraiment. Quentin, tu voulais réagir? Ouais, je voulais rajouter sur ce que dit Thomas. Alors, moi, franchement, j'ai vu la fin du match. Diawara était absolument pas fatigué après 45 minutes, hein. Donc, de l'aligner au départ ou le faire rentrer à la mi-temps, le joueur, il aurait joué allez, un quart d'heure, 20 minutes de plus au pire. Il les avait largement dans les jambes, je pense. Bah écoute, on espère le voir en tout cas sur le terrain à Angers. À Angers dimanche, juste avant d'aborder voilà le déroulé du match. Moi, j'ai retenu deux actions qui sont pour moi symptomatiques de ce qu'on voit régulièrement sur la saison, notamment une action à la 34e minute. Alors, je vais vous la décrire, peut-être que vous en rappellerez pas. Mais on a Issa Soumaré qui est dans la surface, dans la partie brestoise, dans le camp brestois. Il est dos au but. Il y a quatre Havrais derrière lui, enfin dans le camp brestois. On lui passe la balle et plutôt que de se retourner et de repartir vers l'avant, de chercher ses coéquipiers, il envoie une minace, mais sans réfléchir, sans contrôle, une minace en défense pour s'enganter. Moi, ce jeu vers l'extérieur, vers la défense, toujours vers l'arrière, etc., ça a le don de m'agacer, mais au plus haut point. Je comprends pas le concept. Alors j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que selon vous, c'est une consigne de calmer le jeu, d'essayer de reprendre la main sur le cours du jeu, ou est-ce qu'au contraire, le ballon leur boule les pieds et ils veulent s'en débarrasser, Thomas? Ouais, je t'envoie la patate chaude. Merci. Non, c'est les automatismes, ça. Putain. Non, mais sérieusement, ouais, c'est catastrophique. Enfin, à la 36e minute, t'as déjà plus envie d'essayer de tenter. Après, bon, Soumaré, c'est pas forcément non plus le gars le plus installé dans le 11. On vient de faire une connerie. Mais c'est un joueur offensif. T'es censé, quand t'es un joueur offensif, aller vers Je l'avant, sais, essayer de mais- trouver les coéquipiers ou essayer au moins de te débarrasser de ton adversaire. Là, il a Non, même pas non, non, cherché. mais Il a même pas un contrôle. Il te l'envoie je direct pense à s'enganter je à pense l'autre bout du terrain. c'est fait, mais je pense que l'idée derrière, c'était la conservation de balles, c'est se dire, Mais moi, on ça sait pas paraît quoi en peut-être faire. qu'on a pas. Ah ouais, ça, je suis complètement d'accord, hein. Je Ouais. suis complètement d'accord. Mais je pense que c'est ça, c'est la peur de perdre la balle et t'as pas de solution évidente autour. Faut dire aussi qu'on joue quand même régulièrement en marchant, je trouve. Donc voilà, tu te dis au moins derrière on va pouvoir relancer une séquence d'attaque et puis voilà. Mais je souscris pas, hein, mais je pense que c'est ça qui lui a traversé les pour moi. Alors, juste petite parenthèse avant de donner la main à Alexandra. Je vous rassure, je vous ai annoncé sur les réseaux que j'allais, voilà, ne pas être dans la sinistrose pendant ce space, qu'on allait avoir des raisons de positiver. Ça va venir. Patience, c'est un teasing, hein, ça va arriver. Vous inquiétez pas. Alexandra, tu lèves la main, je t'écoute. Ouais, pour revenir sur Soumaré, personne n'est choqué par son placement hier au coup d'envoi. Faut aussi dire que Soumaré, je pense pas que ce soit son poste de prédilection. Et j'ai eu beau retourner le problème dans tous les sens. Tu peux jouer avec tes joueurs comme des pions quand tu as des suspendus, des blessés, des malades et tout ce que tu veux. J'ai pas l'impression que ça l'éclatait et qu'il soit très à l'aise avec le placement d'hier. Et il a peut-être, enfin pour moi, il a fait quasiment un non-match, mais j'avais presque envie de le défendre en me disant que là où il était, c'était absolument pas fait pour lui et que sur le banc, je pense qu'il y avait au moins un mec qui pouvait jouer à cette place-là. Donc après, c'est ça aussi. Je suis pas forcément très adepte de Soumaré. En même temps, il a pas joué énormément non plus. Une nouvelle fois, ironie sur les automatismes. Soumaré à ce poste-là, vous me dites quand est-ce qu'il y a des automatismes, hein, clairement. Et je rebondis sur ce que tu es en train de dire. Le gars éventuellement qui pouvait jouer à son poste, c'est celui qui est rentré en deuxième mi-temps. Je pense qu'on pense tous à Antoine Joujou, qui a encore fait un super match. On va revenir tout à l'heure.
Il avait largement plus sa place, je pense, que Soumaré et Thomas. Je pensais pas Oui. spécialement à lui, mais en tous Moi, les je cas, il y pensais à avait du Joujou. monde. Pardon. Vas-y, Thomas. Bah, pour rebondir sur ce que dit Alexandra, il y a eu aussi un commentaire à un moment, je crois que c'était à peu près à ce moment-là, hein, ça devait être à peu près à la demi-heure de jeu, sur Dazen, où il disait que globalement, il y avait Sabi qui était perdu sur le terrain, qui demandait des consignes, enfin, qui était en train de parler avec Digard, qui globalement ne demandait pas, comprenait pas ce que voulait Digard de lui. Oui, je Enfin, confirme. effectivement, on a très clairement entendu ça sur Dazen. Et effectivement, à ce moment-là, il était à peu près, en gros, hein, de ce que disait, c'est que Digard voulait qu'il joue derrière Ayou et que globalement, il se positionne plus ou moins en 10, quoi. Qui est pas du tout un poste auquel on l'a déjà vu évoluer. Donc, bah, effectivement, on peut encore déconner sur les automatismes, mais au-delà de ça, effectivement, à un moment, les gars, faut les installer dans un poste où ils sont bien, ou dans un poste où tu penses qu'ils peuvent être bien, mais que tu les fais enchaîner, parce que, bah, là, Sabi, effectivement, hier, il était transparent, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il sort à la mi-temps, on n'a pas vu de la mi-temps, mais Soumaré aussi, il a pas été particulièrement, performant. Bon, après, il a pas fait non plus un match mauvais, il a pas fait de grosses bêtises, mais c'est ça, en fait, c'est les gens qui sont pas forcément à leur poste, qui ont pas forcément bien compris les consignes, enfin, tu te demandes c'est quoi le projet, quoi, sauf qu'on est à la 20e journée. Tout à fait. Alors, tout à l'heure, je vous avais parlé de faits marquants. Donc, voilà, je vous ai cité le premier. Et on est revenu sur cette faculté, non, cette non-faculté d'aller vers l'avant. Moi, voilà, je voulais revenir sur un fait. Alors, à la 27e minute, hein, on retourne en arrière, et je voulais parler des passes approximatives données à l'adversaire. On voit que ça cette saison sur tous les matchs. Et là, celle-là, elle est assez belle quand même. Donc, c'est Ndiaye qui fait une passe en retrait directement sur un joueur brestois, donc évidemment qui file. Il file dans le camp havrais vers Mathieu Gorgelin, et là, Gauthier Leris arrive et revient comme une flèche et tacle au bon moment pour contrer la frappe. Et là, ce qui m'a marqué, moi, c'est le gros plan sur Gauthier Lloris, et je pense que Thomas, tu en parlais tout à l'heure. À la 27e minute, il était exténué, mais vraiment exténué. Il râle après Ndiaye pour sa passe ratée. Il y a même pas 30 minutes de jeu que Lloris semblait déjà au bout du rouleau. Ah, ma question est simple, Quentin. Est-ce que Gauthier Lloris, c'est un peu nous, supporters? Il donne tout, mais il est désabusé par le jeu faible de certains de ses coéquipiers. Mais il a de quoi. Il a de quoi. Franchement, pour moi, c'est le seul joueur cette saison qui est constant et très bon. J'ai pas de souvenir d'erreur, ou alors il en a fait, mais j'ai pas souvenir. Mais pour moi, il fait des super matchs. Et là, hier, c'est frustrant. C'est frustrant parce que hier, ils sont deux sur le terrain. Je suis désolé, entre Gorgelin et lui, en première mi-temps, c'est assez impressionnant. Donc oui, il a de quoi être abusé par le niveau de son équipe. Ouais, ce qu'il dit à la mi-temps, Thomas en parlait tout à l'heure, il dit au micro du diffuseur officiel de la Ligue 1. Il faut se réveiller parce que dans les duels, on se fait massacrer et sans ça, on n'y arrivera pas. Thomas, clairement, il a raison, on s'est fait bouffer dans tous les secteurs et c'est le seul lucide à ce niveau-là. À la première mi-temps, c'est une horreur, hein, c'est une horreur. De toute façon, je crois qu'à part Lloris, il n'y a pas grand monde qui a gagné ses duels en première mi-temps. Mais ouais, non, il est effectivement, comme tu dis, j'avais oublié ce zoom, mais il est rincé. Alors à l'interview à la mi-temps, pareil, il dégouline de sueur comme pas permis, le pauvre. Mais t'as l'impression que c'est le seul qui joue derrière, en fait, qui fait. Bon, après, Sanganté pas fait un bon match hier, ça peut arriver. On sait que Sanganté, la régularité parfois en Ligue 1, ça n'a pas toujours été son point fort. Mais mais ouais, enfin hier, il a été partout la première mi-temps. Enfin honnêtement, je l'avais dit, hein, si tu rentres à 1-0, c'est merci Lloris, merci Gorgelin aussi qu'on sort 2-3. Mais il a été partout, il a été impressionnant. Il a été effectivement pour couper des lignes de passe, il a été au contact, il a gagné des duels. C'est un des rares qui gagnait pas mal ses duels en défense. Il a été dans la vision du jeu. Je l'ai même trouvé moins lent que d'habitude sur certaines courses. Enfin, il a été impressionnant. Je comprends pas. Alors pour le coup, bon, les notes de l'équipe c'est toujours subjectif, mais je comprends pas qu'il ait eu que 7 dans l'équipe. Moi, je lui mets un 8 ou un 9 facilement. Sur le match d'hier, il a été monstrueux. Et effectivement, comme dit Quentin, c'est sans doute notre meilleur joueur de la saison. Ouais. Romain, effectivement, Gauthier Lloris, c'est vraiment un joueur qui, il est à son niveau, voire même au-dessus de ce qu'on a pu voir avant. Il est vraiment le patron derrière, et sans lui, on prendrait encore plus de buts que ce qu'on a pris. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bon, c'est surtout oui, le plus régulier, le joueur le plus régulier depuis plusieurs saisons maintenant. Est-ce qu'on prendrait plus de buts oui, très certainement, s'il n'était pas à ce niveau-là. Voilà, non, je voulais juste réagir aussi sur son commentaire à la mi-temps qui était très perspicace, mais j'allais dire peut-être plus perspicace que on est venu en touriste de Touré la dernière fois, mais c'est pareil, on était vraiment venu en touriste, donc non, c'est Touré, il avait raison aussi. Ouais, non, mais complètement. Il a été juste lucide et voilà. Et comme le disait Quentin très justement, il y a aussi un autre homme
qui s'est démarqué et c'est Mathieu Gorgelin. Mathieu Gorgelin qui qui est revenu titulaire à partir de la semaine dernière. Il a joué à Reims, si je dis pas de bêtises. Et voilà, qui nous sort encore un match XXL et qui nous évite d'en prendre plus. Qu'est-ce que vous avez pensé, Quentin, toi qui es gardien, qu'est-ce que t'as pensé de la perf de Gorgelin? Il a été énorme. Je pense que Desmas n'est pas prêt de retrouver sa place de titulaire. Non, puis je pense qu'il ne la retrouvera pas. Non, c'est louable, c'est louable. On peut que constater son niveau. Franchement, il y a rien à dire. Le but qu'il prend, bon, bah, il y peut rien parce que ça va tellement vite et que voilà. Mais non, ouais, il est très constant et tant mieux pour lui, ça, c'est bien. Ouais, Thomas, qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est vrai que Mathieu Gorgelin, il a joué, il a plus joué sous l'ère Le Guen. On l'a pas vu du tout sous l'ère Elsner, et il revient comme ça, comme si de rien n'était, au top de sa forme, imparable, quoi. Ouais, alors sur les deux matchs qu'il a fait, rien à dire, il est très très bon, il nous en sauve pas mal. Même à Reims, il en avait sorti une ou deux qui étaient pas évidentes. Hier, pareil, il fait quand même quelques parades assez intéressantes. Après, moi, Gorgelin, le petit doute que j'ai toujours, c'est, j'ai toujours peur qu'il refasse ce qui fait qu'il avait perdu sa place en Ligue 2. Hein. N'oubliez pas qu'il a perdu sa place face à Fofana, il a perdu contre Desmas. C'est que, tant qu'il est régulier, qu'il est bien concentré, il n'y a pas de problème, c'est un très bon gardien. Mais dès qu'il se déconcentre un peu, il peut faire des boulettes et j'espère juste qu'il nous en fera pas. Peut-être qu'il prend, il a un certain âge, attention, mais par rapport aux autres joueurs, c'est un des les plus expérimentés de l'équipe. Est-ce que ce nouveau rôle dans cette situation peut l'aider à se transcender et à comment dire, à maintenir ce type de performance selon toi, Romain? Question, ouais, il y a peut-être la maturité, l'âge, mais c'est vrai que j'ai toujours eu des doutes sur Gorgelin parce que il a joué, il a été numéro 2 de très nombreuses saisons dans sa carrière. J'ai des doutes moi sur son leadership. Je suis toujours très très surpris du ton dans ses interviews, mais c'est l'homme qui est comme ça. Hein, on peut pas, je vais faire des little gueules, mais je suis toujours surpris de son petit sourire ou quoi. Il est peut-être timide, je sais pas. Mais là, oui, là, il a un très bon niveau depuis deux matchs. Vous l'avez dit, vous avez vu le match hier. Moi, je l'ai pas vu, mais s'il est régulier, il y a pas de souci. De toute façon, j'ai envie de dire qu'il fallait quand même tenter ça parce que Desmas est décevant depuis le début de saison, malheureusement. Donc, fallait tenter quelque chose. Voilà. Donc, Ça marche. Merci, Romain. Alexandra, tu voulais réagir sur Mathieu Gorgelin? Ouais, Ou autre parce chose? que non, sur Mathieu, parce que je sais pas si on se rend compte comment mentalement il faut quand même être très fort parce que c'est un poste hyper compliqué, gardien de but. Je pense qu'on est tous d'accord. Heu, j'ai peur de dire des bêtises. J'avais 36 en tête, mais peut-être que je me plante, de buts qui avaient été encaissés. On est dans une spirale où on n'arrête pas de nous dire que mentalement c'est compliqué pour ce groupe et je ne sais pas si vous vous souvenez quand même, quand on dit qu'il ne jouait plus, Mathieu, il y a un certain match où il a joué, le fameux match des 150 ans, il en a pris plein la tête une fois qu'il est rentré et que Yaya est sorti sur blessure. Je vous rappelle pas, le résultat, du match, mais il s'est fait démolir. Il s'est fait démolir, sur les réseaux, partout, qu'il était coupable de la déconvenue et là, il arrive dans une équipe qui a encaissé un nombre incroyable de buts, qui galère au plus haut point, un effectif qui a l'air plutôt amoindri, mentalement. Moi, je suis désolée, mais la perf qu'il fait à Saint-Brieuc et les 2 perfs qu'il vient de faire ici, si on a des doutes sur son mental, je comprends pas. Moi, clairement, je comprends pas qu'on ait des doutes sur son mental. Sur ses qualités, moi, j'en ai pas trop. Mais mentalement, pour moi, déjà Saint-Brieuc, moi j'avais noté que c'était une belle perf. Et là, Tout les à 2 fait. matchs contre Reims, non parce qu'on n'en parle pas, mais pour moi, il y a longtemps, hein, je vous l'avais déjà dit que je voulais qu'il retourne dans les buts et c'est pas manquer de respect à Arthur Desmas, c'est qu'il est comme tout le monde et quand ça va pas, les joueurs de champ, ils sautent pour, qu'ils se reposent, pour que mentalement ils se remettent et
Je pense qu'on n'a pas fait un cadeau à Arthur de le laisser aussi longtemps. Mais pour moi, les perfs de Mathieu, vu les circonstances, je pense pas qu'on puisse avoir des doutes sur son mental. Thomas, tu voulais réagir? Ouais. Non, je suis assez d'accord avec Alexandra. Il vient quand même dans une équipe qui est défensivement aux abois et il ramène un peu de sérénité. Justement, c'est aussi ça que je veux voir dans la comparaison avec Arthur Desmas, c'est que lui, effectivement, au pied, il est quand même très rassurant. Hier, il a fait 2-3 relances qui étaient quand même pas évidentes et qu'il a très bien géré. Il sort aussi beaucoup plus sur les coups de pied arrêtés. Je pense que ça nous enlève de la pression et je pense que ça peut rassurer aussi un petit peu la défense. Déjà d'avoir, parce qu'on savait bien que c'était les deux points faibles d'Arthur Desmas, les sorties et le jeu au pied. Là-dessus, il est quand même beaucoup plus rassurant, Mathieu, sur les 3 matchs qu'il a fait. Après, voilà, mentalement, s'il arrive effectivement à rester mentalement à bloc, il n'y a aucune raison qu'il reperde sa place, je pense. Quentin, tu voulais rebondir? Alors, juste pour mettre les choses dans le contexte, hein, moi, c'est vrai qu'il s'est fait énormément descendre contre Caen, mais voilà, je pense que le fait que ce soit le match des 150 ans, que ce soit contre Caen, qu'il fasse une boulette et qu'il rigole à la fin du match avec les Canets à la fin du match, c'est pour ça qu'il s'est fait descendre. Moi, après, voilà, la fin du débat, c'est pas ça le problème. Moi, j'attends un peu. Alors, il fait des très bons matchs, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais j'attends un peu parce que vraiment, vraiment pour comparer avec Desmas, je vais attendre les gros matchs. Là, je sais qu'il y a Lille, Nice qui vont arriver. Je veux vraiment voir ce qu'il vaut sur des matchs où on va prendre vague sur vague. Donc, c'est pour ça. Moi, je veux pas faire de constat trop vite avec Mathieu Gorgelin. Après, voilà. Il fait le boulot, il est rassurant, mais voilà, j'attends un petit peu encore. Ça marche. Alors j'ai invité Clément, je l'ai vu qu'il était là. Je sais pas s'il souhaite s'exprimer ou quoi. On va attendre un petit peu. Donc voilà, bon, sur cette première mi-temps, bon, globalement catastrophique, mais j'avais quand même envie, voilà, de tirer un petit peu de positif et saluer la performance de Gauthier Loris et puis celle de Mathieu Gorgelin sur cette première mi-temps. Donc deuxième mi-temps, on en a parlé tout à l'heure. Didier Digard a procédé tout de suite à 2 changements dès le retour des vestiaires en faisant entrer Ahmed Hassan à la place de Sabi et Targaline à la place de Diawara. On a parlé un petit peu tout à l'heure de l'entrée de Diawara. Moi, il y a quelque chose, j'aimerais revenir. Alors, c'est pas du tout par rapport au match, mais je ne sais pas si vous avez lu sa première interview dans le Paris-Normandie, mais j'ai trouvé pour un joueur de 19 ans une mentalité. J'ai rarement vu ça. Romain, tu l'as lu, je crois. Comment t'as trouvé toi cette interview? Ça donne envie de le voir jouer et de le voir sur le terrain. Je pense que, en tout cas, je pense qu'il peut nous apporter quelque chose en termes de mentalité déjà. Oui, c'est clair. Bah, c'est surtout de ça qu'on a besoin en ce moment. Alors après, ça reste un gamin quand même de 19 ans, mais c'est sûr que son interview a fait plaisir à lire. On sent qu'il a faim de terrain, qu'il a envie de prouver, de montrer qu'on peut compter sur lui. Il le dit, qu'il sera irréprochable en termes d'état d'esprit. Et quand j'ai terminé son interview, c'est sûr que ça, bon, c'était avant le match, hein, donc du coup, c'est sûr que ça reboostait mentalement même les supporters, je pense. Ouais, totalement. Et moi, c'est à partir de là où je me suis dit, ce gars-là, je veux le voir jouer tout de suite, je veux le voir titulaire contre Brest, d'où la déception après. Donc voilà, on espère le voir sur la pelouse du stade Raymond Kopa dimanche après-midi. Ça serait vraiment top. Donc ouais, après ces 2 changements, bah, le hack a fait comme d'hab. Le Dr Jekyll a fait la place à Mr Hyde. Nouveau visage, nouvelle dynamique, nouvelle équipe. Beaucoup plus séduisante, je trouve, qu'en première mi-temps. Alors, je dis pas que cette seconde mi-temps était bonne, hein, loin de là, mais elle était quand même meilleure, même si on peut pas faire pire. Et personnellement, elle me donne un peu d'espoir pour les matchs suivants, à condition de faire les bons choix de joueurs. Quentin, qu'est-ce que t'as pensé, toi, de cette seconde mi-temps? Bah écoute, moi j'ai été faire un footing, mais Va te recoucher, je vais interroger Thomas et on va se faire un duo avec non, Alexandra. mais je l'ai revu, mais pour moi c'est trop peu. On a la balle, on sait pas quoi faire avec, donc Il y a eu quand même plus c'est un d'occasions. peu On a compliqué. été beaucoup plus souvent dans le camp brestois que sur la première mi-temps. Thomas, aide-moi. Viens à mon secours, Team Bisounours. Non. Non, parce que... Après, il y a eu des bonnes phases de jeu avec Joujou, voilà, mais On a ouais, tapé c'est trop peu, le c'est trop poteau peu. quand même à la 66e Ouais, minute. Oui, par contre, l'action est belle. mais, Rien à dire mais là-dessus. pour reprendre, et là où je commence effectivement à être un peu
à me faire une raison, c'est que ça fait trois matchs où on fait des bonnes demi-heures, voire des bonnes mi-temps, mais c'est pas suffisant. Enfin, je veux dire, à un moment, si t'arrives pas à mobiliser tes gars pendant 90 minutes, bah voilà, ouais, on fait une bonne mi-temps contre Brest, on avait fait une très bonne mi-temps contre Lens, on avait fait une bonne mi-temps à Reims, mais résultat, c'est quoi? C'est un point en 3 matchs. C'est Donc, c'est- c'est pas c'est- suffisant. Effectivement, là, je suis d'accord avec Quentin, c'est pas suffisant. c'est ce que Digard a dit en conf de presse. On a joué que 45 minutes et au foot, bah, on paye cash. Bah ouais, mais ça fait combien de matchs qu'on joue que 45 minutes? C'est quand même flippant et il a pas la solution. Alors du coup, petite idée pour lui, hein. Tu me dis ce que t'en penses. Vu qu'hier, la vraie belle action, effectivement, c'est une passe décisive de Jouzou pour la tête de Hassan qui finit sur le poteau. Pourquoi pas mettre ces deux-là titulaires vu qu'il joue bien? Voilà, c'est ce que je disais à condition de faire les bons choix de joueurs. C'est parce que voilà, j'essaie de positiver et naïvement parce qu'à chaque fois je me dis ah ouais, ce jour-là il a fait une belle presta, il peut être titulaire et puis le match suivant, il te remet la même compo pour regarder les automatismes. Voilà. Mais Oui, vas-y Quentin. moi, je suis déçu parce que Brest revient en seconde mi-temps, ils préparent le match pour le Real, ils reculent et ils nous ont clairement attendus et on n'a rien fait. C'est ça en fait ce qui m'énerve, c'est que Brest, hier, ils ont quand même donné le bâton pour se faire battre. Si on les égalise, je pense qu'on peut les mettre au fond du trou et c'est ça à chaque match de Brest parce ils sont pas si bien que ça et malheureusement on n'a pas su en profiter donc voilà, je suis un poil déçu. On est tous un poil dessus. On est tous un poil déçus. Après, voilà, je lisais un tweet par rapport au choix de tactique, par rapport à Brest, qu'on avait aligné que 2 milieux de terrain. Thomas, qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ce type de match? Est-ce que il aurait pas fallu densifier le milieu de terrain pour répondre aux Brestois? Ah bah si l'ambition c'était de faire le jeu avec Targaline et Rassoul ça me paraissait effectivement limité. De toute façon, on a bien vu, on n'a pas touché le ballon quasiment en première mi-temps, hein. Hmm. Je crois qu'en première mi-temps, c'est globalement en attaque-défense et on est en défense. Ouais, non, bon après, voilà, t'as Kouziev qui est sur le flanc, qui est blessé au mollet, t'as Touré qui est blessé pour un long moment. Tu veux pas faire rentrer Mamadou Diarra titulaire parce que va t'en savoir pourquoi. Bah du coup, il te reste effectivement sur le banc. Si tu veux pas mettre Diawara titulaire, il te restait plus que Keshta. Donc bah oui, t'as pas 50 options quoi. Ouais, effectivement, c'est vrai qu'au niveau des blessures et des absents, c'est vraiment pas la joie en ce moment, effectivement, en termes de choix. Donc voilà, c'est pas simple non plus. Après, allez, je vais essayer de retrouver un autre motif de satisfaction. On a Josué qui veut intervenir. Je vais le faire entrer à ce moment-là avant de rebondir. Josué, bonsoir Josué, qui nous fait le plaisir d'être avec nous une seconde fois. Bonsoir à tous, vous allez bien? Ouais, ça va, ça pourrait aller mieux, écoute, mais ça va. Annonce-nous une bonne nouvelle. Et il nous annonce des belles quand même niveau transfert depuis quelques temps, là, c'est pas mal. Annonce-nous Messi, là, fais quelque chose. Non, je vous entendais parler. Je me sentais obligé de réagir, même si ça sera un avis qui sera pas forcément partagé. Mais c'est l'essentiel, on pourra débattre, c'est très bien. Parce que là, on se sent un peu seul. Je comprends forcément comptablement la frustration pour les supporters. Elle est évidemment présente. T'es dernier au championnat aujourd'hui et à 5 points et du coup en situation, enfin, t'es dos au mur. Donc la frustration, je la comprends de ouf. Juste quand je vous entends parler, je trouve qu'il y a enfin, je vais le dire comme je le pense, vous manquez de respect de ouf à l'entraîneur, quoi. En mode, en fait, c'est facile de faire un bilan une fois que tu as vu les 90 minutes, etc. Et de dire, ouais, il y aurait eu moyen de faire ça, 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 ça. Mais c'est un mec qui est au quotidien avec ses joueurs, qui voit la dynamique de ses gars, qui les connaît par cœur maintenant, qui parle avec eux au quotidien. Et je sais pas qui a intervenu, qui a dit, je pense la bonne idée, un petit conseil pour lui, c'est de faire ça et ça. Si, enfin, Didier Digard, quand il fait ça, quand il pose sa compo, l'idée, c'est pas de perdre le match. Donc pour lui, c'est 11 hommes qui posent sur la feuille de match, c'est pour aller gagner le match. C'est, enfin, juste en fait prendre du recul sur le truc en mode, c'est un professionnel, c'est un mec qui comprend le football et qui est arrivé là, c'est pas pour rien. Il a une connaissance du foot quand même. Après, c'est à mettre en parallèle avec votre frustration, mais il fait pas exprès ou enfin, il y a un discours comme ça en mode il ferait exprès limite ou il serait limité même sur sa façon de dresser une compo ou de pas comprendre ce qui se passe ou de pas avoir d'automatisme, etc.
le Havre est dans une situation globalement très compliquée. Donc, par essence, vu que c'est compliqué, tu peux pas attendre à avoir un 11, un collectif ancré comme une équipe de milieu de tableau ou de haut de tableau. C'est juste ça qui m'interpellait, pardon, dans les réactions que vous avez, au-delà même de la frustration qui s'entend évidemment parce que les matchs s'enchaînent et que les circuits de passe ou ce que tu veux, tout le contenu que tu peux avoir, je sens que ça réagit là. Il y a 3 mains levées. T'inquiète, je suis au taquet. Là. Je compte, j'ai donné des tickets là. T'inquiète, ça va venir. Pas de souci. Mais voilà, enfin, il y a la dimension sportive, il y a la dynamique du club, il y a l'inquiétude comptable. Mais il y a le respect aussi à avoir sur une profession et un mec qui travaille au quotidien. Ce sont des personnes, des professionnels qui bossent au quotidien pour sortir le Havre de cette situation-là. Et je pense que déjà juste sur la partie mercato, par exemple, l'investissement qui est mis est visible et à prendre aussi en compte avec tous les paramètres qui entourent le Havre aujourd'hui, à savoir une situation qui est loin d'être facile financièrement, une DNCG qui te pourrit et qui te contraint énormément. L'urgence et l'obligation de sortir des joueurs. Donc, quand tu as urgence et obligation de sortir des joueurs, c'est aussi des joueurs qui sont potentiellement, oui, sur le départ, mais des joueurs que tu dois aussi mettre sur le terrain parce qu'il faut qu'ils soient visibles, il faut qu'ils soient bankable pour le marché. Si tu mets un mec en tribune ou que tu le mets sur le banc, y a très peu tu vas potentiellement avoir très peu d'offres ou très peu d'appels d'agents, etc. Donc, il y a cette complexité aussi à comprendre au hack et que tu peux pas être juste dans une dynamique un peu toute rose à dire on va faire jouer les meilleurs, on va faire jouer comme ça. C'est pas la réalité. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui au Havre. Le Havre a plusieurs choses à prendre en compte aujourd'hui. Alors, je vais pas réagir parce qu'il y a trop de monde. Je vais laisser mes camarades. Et donc, Alexandra, qui a été la première à lever la main. Honneur aux dames, je te laisse répondre à Josué. Oui, bonsoir Josué. Bonsoir. Première chose, est-ce que avoir un avis contre un joueur, contre un entraîneur, c'est lui manquer de respect? Je ne le crois pas, pour Non, commencer. c'est pas ce que j'ai dit. Non, mais je te laisserai me répondre après, il n'y a pas de souci. Ma question, c'est est-ce que tu vois tous les matchs du Havre? Est-ce que ça fait des décennies que tu suis le club et que tu sais comment fonctionne ce club, comment était ce club? C'est même pas de la frustration, c'est juste qu'on est en train d'échanger. Et troisième point, là, j'ai entendu que l'entraîneur de Lyon a été mis sur la touche. Il y en a eu bien, malheureusement, bien d'autres avant. Est-ce que pour le coup, leur président les considère ne pas connaître le foot, ne pas être bon entraîneur? Je pense que la réponse est non. Donc voilà, c'était juste pour dire que j'ai pas le sentiment, quand on n'est pas d'accord avec Didier Digard, de lui manquer de respect. J'ai toujours eu du respect pour que ce soit les joueurs, les entraîneurs, mais on est là aussi pour échanger et ce club, on le connaît depuis des années et on voit tous les matchs à domicile, à l'extérieur, donc on a le droit de se poser des questions et j'insiste parce que vraiment, le manque de respect, j'ai un peu de mal à accepter le terme, quoi. Voilà. Ouais, mais il y a pas de souci. Et encore une fois, du coup, on s'est pas compris parce que Bah, je pense, ouais, j'espère. non, mais de se poser des Mmh. questions. Évidemment, tu es supporter, tu suis le Mmh. club, tu regardes. Même moi, je me pose des questions. Quand je dis manquer de respect, c'est quand j'entends des choses en mode un petit conseil pour Didier Digard, il devrait faire ça, il devrait faire ça, il devrait faire ça. C'est du même acabit qu'un Seko Fofana qui parle et qui dit moi, j'aurais été coach, j'aurais fait comme ça. Chacun a sa place. C'est un milieu professionnel, chacun a sa place. Didier Digard, aujourd'hui, on l'a nommé pour qu'il prenne des choix, des responsabilités. Si demain, la direction estime que c'est plus l'homme de la situation, c'est plus l'homme de la situation. Aujourd'hui, tu as le droit de critiquer ton club, tu as le droit de critiquer ses choix. Moi, en tant que journaliste, je suis le premier à le faire aussi. Critiquer, ça ne veut pas dire prendre parti, etc. Tu as le droit de regarder une prestation de 90 et dire je ne suis pas d'accord, comme tu dis, je questionne ses choix. Mais quand je dis le respect, c'est vraiment ça. Il y a le respect dans le sens, tu peux critiquer sans dire euh, le mec, il est incompétent ou je ne sais quoi. Et je réagis à ce que tu dis. Pierre Sage, quand il est viré, j'ai jamais dit que sa direction avait dit que c'était un mauvais entraîneur. Là, d'ailleurs, on parle d'un regard de supporter sur un entraîneur, on parle pas de sa direction, parce que la direction au Havre le soutient depuis le jour 1 et va continuer à le soutenir. Et c'est le discours en interne, c'est la cohésion du début à la fin pour sortir de cette situation. Donc, il y a même pas enfin, je parle même pas de ce qui se passe en interne. En interne, il y a une cohésion, il y a du respect, il y a tout ça. Il y a un soutien énorme dans cette situation-là. C'est deux choses différentes. Je suis pas en train de te dire que tu n'as pas le droit de critiquer. Évidemment que tu as le droit de le faire.
c'est normal. Mais quand je parlais de manque de respect, c'est parce que j'entends des trucs du style mais pourquoi il a pas démarré avec Diawara dès le début? Pourquoi il a pas fait ça? Pourquoi il a pas fait ça? Pourquoi il a pas fait ça? Il a les clés, il a les réponses, il sait pourquoi il l'a pas fait. Oui, Diawara, il mais vient d'arriver. non, mais je suis d'accord avec toi, mais la personne qui a dit ça, parce que là, en l'occurrence, justement, c'est même pas que moi je suis sentie attaquée, c'est de manière globalité. Oui, et puis c'était La... pas pour attaquer en plus. Hein. non, je sais bien. Mais ce que je veux dire, c'est que la personne qui dit ça, elle a quand même le droit de s'interroger et de se dire Évidemment. peut-être que Didier Digard a clamé haut et fort pendant des semaines qu'il n'avait pas les joueurs qu'il fallait. On peut s'interroger. Moi, je suis pas intervenue là-dessus, mais c'est vrai que j'ai eu des interrogations aussi. On peut s'interroger quand un coach te dit j'ai besoin de joueurs, j'ai besoin de joueurs, j'ai besoin de joueurs. Contre Ouais. Saint-Brieuc, c'était les gars, ils n'ont pas de mental, s'ils sont pas contents au mois de janvier, ils reviennent pas. On peut s'interroger pourquoi, du coup, dès que les titulaires arrivent, donc peut-être qu'il y a une méforme, peut-être qu'il y a plein de choses et qu'on le sait pas. Ouais. Mais on est dans un débat et on a le droit de s'interroger. Ah bah, Donc la personne qui l'a dit, j'ai pas eu le sentiment qu'elle ait manqué de respect à Didier Digard. Clairement de, pas. de la manière dont tu présentes, en tout cas comment tu l'exposes, pour moi, c'est plus fluide. Mais c'est encore une fois, c'est peut-être qu'on s'est pas compris, que j'ai pas compris la manière de le dire. Mais Peut-être. Après, voilà, je sais pas, je dis ça, mais je ne suis pas la personne qui l'a dite. Mais moi, en tous les cas, j'ai pas trouvé que la personne lui manquait de respect, donc Ok. c'est pour ça que je comprenais pas. Alors, personnellement, j'ai pas trouvé non plus que c'était un manque de respect vis-à-vis non. d'Eddie Dicard de voilà s'interroger sur ses choix. Après voilà, j'ai dit que je ferme la parenthèse, je laisse Romain s'exprimer. Après, ça sera Gilles et Thomas. Je vous donne l'ordre comme ça, vous serez pas frustrés. Romain, on t'écoute. Merci Alexandra en tout cas pour ton intervention. Oui, non, mais ce qui fait réagir, Josué, je pense que c'est quand même, t'as utilisé des mots forts quand même sur le manque de respect, effectivement, mais moi, je voudrais juste rappeler. Alors après, on a Flock qui disait qu'il en avait plus que ras-le-bol qu'on compare Elsner à Digard. Je vais pas comparer les deux hommes, mais je vais comparer les deux équipes puisque c'est les mêmes joueurs. Si on oublie le mercato hivernal qu'on n'a pas encore pu voir sur la première partie de saison, c'est exactement les mêmes joueurs et pourtant c'est pas du tout le même rendement et la même équipe sur le terrain. Et donc on a perdu tout ce qu'on avait pu acquérir sous Elsner. Pour le moment, en tout cas, ils ont rien montré d'identique. Didier Digard, malgré qu'ils connaissent le football, puisque oui, il connaît certainement largement mieux que moi le football, pour le moment, nous a pas prouvé, on est dernier de Ligue 1, je le rappelle, nous a pas prouvé que sa méthode fonctionnait. Voilà, ni plus ni moins. Josué, tu voulais répondre à Romain? non, mais tu peux avoir une méthode. Enfin, encore une fois, Digard arrive avec une méthode, avec une philosophie de jeu, avec des choses. Mais Le Havre, colle-moi les 23 joueurs, t'as un manque de qualité aujourd'hui qui est réel par rapport à la concurrence. En fait, c'est à mettre aussi en parallèle avec un championnat. Tu peux pas juste juger Le Havre sur qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on fait, etc. Tu joues Brest. Très bien, tu as fait 45 minutes. Brest, c'est un candidat européen aujourd'hui, c'est un potentiel candidat au top 8 en Ligue des Champions. Ça peut paraître fou ou je ne sais quoi. Tu joues des équipes qui ont des effectifs, mais qui sont décuplés avec deux, trois doublures par poste, avec des gars qui ont une expérience de la Ligue 1, etc., qui est fois 1000 par rapport à d'autres. Donc, il y a ça à prendre en compte. Évidemment que si ton repère de départ, c'est de dire Le Havre, quoi qu'il arrive, chaque week-end, dans chaque match qu'on va avoir, ils vont exister, ils vont prendre le ballon, ils vont contrôler, etc. Non, on se trompe. Pour moi, on se trompe de lecture. Le Havre est un club aujourd'hui, à l'instant T, avec toute la dynamique qui entoure ce club, est un club qui est promis à souffrir pour se maintenir en Ligue 1. Avec les éléments que tu as, le contexte autour du club, encore une fois, je le rappelle, financier, de qualité, de l'ensemble, le Havre est un club qui est destiné à se battre pour se maintenir, ni plus ni moins. Donc oui, tu peux pas t'attendre chaque week-end à avoir un jeu flamboyant, à avoir une équipe qui domine, qui a le contrôle, etc. C'est ce qu'on voit d'ailleurs depuis le début. Et t'as beau avoir un entraîneur derrière qui a les meilleures idées du monde, qui a les meilleures choses, qui va te proposer des séquences intéressantes, ça reste des séquences, ça sera jamais 90 minutes de contrôle. Même les équipes qui ont des énormes qualités, je pense aux gratins du football français, Paris, Lyon, Marseille, etc., on le voit, ils arrivent difficilement des fois à maintenir ce cap-là de qualité en termes de séquence et de football pur sur 90 minutes. Ils ont des trous d'air, etc. Le Havre, c'est encore plus, parce que Le Havre, aujourd'hui,
T'as des joueurs qui sont sur le départ, t'as des joueurs qui sont blessés, t'as un effectif décimé, t'as aussi une crise de confiance à un moment donné parce que quand t'enchaînes les mauvais résultats, bah c'est pas évident pour tout le monde et aussi pour le joueur, ça rentre dans la tête. Donc il y a toutes ces choses-là. Encore une fois, ça veut pas dire il y a pas le droit de critiquer, il y a pas le droit de faire ça, mais c'est juste entre guillemets de prendre un peu de la hauteur sur cette dynamique-là, sans être dans l'optimisme en mode on coule vers la Ligue 2 et on laisse faire et le bateau coule et on fait rien et on regarde et on analyse. Parce qu'il y a des choses qui sont mises en place, par exemple, sur ce mercato hivernal pour tenter d'insuffler quelque chose de nouveau, pour réveiller les troupes. Il y a des départs qui se font, il y a des arrivées, il y a des nouveaux hommes, il y a des internationaux qui arrivent dans ce club-là, il y a de l'expérience qui va arriver, il y a des jeunes, c'est quand même le message qui est envoyé sur ce mercato. Une personne comme Amadou Diawara, encore une fois, j'ai pas les éléments internes, mais un mec comme ça qui a joué 45 minutes, c'est aussi qui doit prendre le temps, s'intégrer dans ce club, dans cet environnement, même s'il est prêt physiquement. C'est pas forcément un mec, c'est rare qu'une recrue rentre direct, joue 90 minutes pleines, sauf si elle sort de 10 journées dans son ancien club comme ça, dans les mercato hivernales, et qu'elle est sur une bonne dynamique. C'était pas le cas de Mamadou Diawara, parce qu'il jouait très peu ou quasiment jamais, mis à part à un niveau inférieur. Mais encore une fois, quand tu joues en réserve à Lyon et que tu démarres en Ligue 1, bah c'est pas la même intensité, c'est pas la même chose. Donc je pense qu'il y a aussi ce besoin aussi de sécurité, de préserver un joueur. Tu t'imagines, tu as une recrue comme ça, tu l'as fait jouer 90 minutes, elle se pète l'adducteur, elle est absente pendant 3 mois. Tout le monde va lui tomber dessus en disant mais pourquoi il l'a pas fait rentrer progressivement dans l'effectif. Enfin, c'est pareil. On pourrait faire la même lecture et dire là, on a vu 45 minutes qui étaient très prometteuses. Donc tout le monde se dit mais pourquoi il a pas joué 90. Mais je peux te faire la même lecture, il joue 90 et à la 75e, il se pète. Le space que vous faites ce soir, vous allez dire mais c'était de la folie furieuse de le faire jouer 90 minutes. Enfin, en fait, après, c'est facile de faire les constats sur les choix, etc. Et c'est pareil pour Ahmed Hassan qui arrive dans une nouvelle culture, un nouveau pays, etc. Enfin, voilà, c'est juste sur cette dynamique-là que je voulais insister. C'est pas une question de forcément, je peux enlever même manque de respect, c'est pas ce que je veux dire. C'est qu'un entraîneur qui est sur le banc et qui voit son collectif au quotidien fait ses choix par rapport à 50 vecteurs, pas juste un truc en disant le week-end dernier tu as été bon, donc ce week-end je te remets sur le terrain. Ça va plus loin que ça. Si pendant 7 jours le mec il est pas dedans à l'entraînement, Didier Digard il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il le remet pas sur le terrain. Ça peut frustrer parce que toi tu le vois dimanche devant ta télé, tu te dis bah punaise il a été bon, pourquoi il recommence pas sur le terrain le dimanche ou le samedi suivant. Ça peut interroger, je suis d'accord. Je peux te couper juste 2 petites secondes? Je suis totalement d'accord sur ce que tu dis par rapport aux joueurs qui arrivent et qu'on ne connaît pas l'état de santé, de physique du joueur. Par contre, hier, la question a été posée clairement à Didier et Didier n'a jamais parlé de ça, il a parlé d'automatisme qui existait avec les anciens. C'est tout ce que je voulais préciser. À aucun moment, lui, il amène cet argument. Oui, mais il peut. Enfin, une conférence de presse, ça reste un exercice de communication. Il dit ce qu'il veut et comme il veut. Et son objectif principal, quoi qu'il arrive, ça sera de protéger son groupe. Donc, tu diras jamais en conférence de presse, ça Pas sera après Saint-Brieuc. Après Hein Saint-Brieuc, il s'est pas posé la question. Non, mais tu diras Voilà. jamais d'un joueur, il arrive, il est en méforme. C'est très compliqué. Ou alors si c'est connu de tout le monde, mais c'est pas quelque chose que tu dis. Parce que si tu es dans la logique de protéger ton groupe, encore plus dans un moment où tu es dans une spirale négative, l'idée c'est de tirer tout le monde vers le haut. Et je pense que voilà, il y a deux choses en fait aujourd'hui. Il y a un électrochoc qui est souhaité et qui a été largement relayé en conférence de presse par les différentes prises de parole, la volonté d'électrochoc, et qui, entre guillemets, les axes se joignent à la parole parce qu'aujourd'hui, il y a des décisions fortes qui sont prises sur ce mercato. Parce que faut aussi rappeler qu'avant le début du mercato hivernal, il n'y a pas beaucoup de monde, je pense, qui avait la vision, on va dire, d'un mercato aussi actif, que ce soit dans le sens des départs ou des arrivées avec les contraintes autour de la DNCG. Tout le monde s'attendait à quelque chose d'assez calme, de très calme même, voire même d'inexistant en fait. C'est pas le cas aujourd'hui. Donc il y a cette volonté d'électrochoc et il y a la volonté aussi de protéger le groupe et de garder le maximum les esprits, on va dire, intacts malgré l'enchaînement négatif, quoi. Alors, merci à tous. Hein. Gilles, tu voulais réagir. Je sais que voilà, c'était il y a 5 minutes, mais je te laisse la main pour répondre à Josué. Salut les amis. Petite question justement qu'on pense parce que le problème, Josué, c'est que tu parles de Didier qui disait je veux des joueurs. Je suis désolé, c'est quand dans ton frigo t'as pas de chocolat, t'as pas de cerises, t'as pas d'œufs, tu vas pas t'amuser à faire une forêt noire. Tu regardes un peu les ingrédients que t'as sous la main et on sait qu'on va juger. Et Didier avait une philosophie de jeu. À un moment, on n'a pas les moyens de jouer selon sa philosophie.
eh ben on va être obligé de jouer à la souffrance, c'est-à-dire et déjà être très bon en défense. Et ce qui a manqué aussi sur toute la première partie de saison qu'on a répété plusieurs fois, c'est les quelques petits points grattés ici ou là qui ne sont dus qu'à la défense. On sait qu'on va souffrir. Hein. On n'est pas idiot. Hein. On s'est tapé 15 ans de Ligue 2 avant les 2 saisons de Ligue 1. On sait d'où on vient. On sait en bouffer du pain noir. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Par contre, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est on a des beaux projets, mais à un moment, il faut vite apprendre le réalisme, surtout dans la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire pas d'argent, dernier budget, peu de marge de manœuvre sur le mercato, et à un moment, il faut aller au plus pratique et au plus simple. Et comme je dis, si tu sais pas, si t'as des envies de grande cuisine, en attendant, tu vas apprendre à faire un steak frites et tu vas le sortir pour qu'il y ait au moins quelque chose dans l'assiette. Parce que là, pour le moment, le problème, c'est qu'il y a rien eu dans l'assiette. On est à je ne sais plus combien de défaites, 14 défaites en 19 matchs. Il faut prendre 21 points en 15 matchs pour se sauver. Bon, on sait à peu près ce qu'il en est de la suite de ce qui va arriver, potentiellement. Alors, certes, on peut avoir les meilleures intentions du monde. Moi, tout ce que je veux savoir, c'est il est où mon capitaine de 16 ans de la réserve, celui qui gueulait sur les professionnels quand il était avec la B. Il est où le gamin de 17 ans qui montait avec les professionnels, voir Louvel pour aller négocier les primes de match? Elle est où cette grinta? Elle est où? Il y a Yoris, il y a Gorgelin. Ensuite, dans l'effectif de ceux qui ont envie, il y a qui a vraiment envie de sauver le club dans l'effectif? Moi, je veux juste savoir, hein. Parce que là, pour le moment, on peut avoir les meilleures intentions du monde, essayer de se palécher en se disant, il y a les pros, il y a les anti. Moi, j'ai déjà dit, Didier Digard, je me positionne plus sur son maintien. Son maintien, François tout à l'heure, sur Ici Normandie, il l'a dit. Didier, il va faire la fin de la saison. Et ça, c'est bon, on a compris. Il y avait la seule fenêtre, c'était après Saint-Brieuc, c'est fait. Il n'est plus question maintenant de parler du maintien au poste de Didier. Didier restera jusqu'à la fin de la saison. Mais maintenant, il faut qu'il apprenne vite. Parce qu'on n'a juste pas le temps d'attendre et de se positionner en se disant, est-ce qu'on va continuer? Non, on fait du bloc, on essaie de gratter un point ou deux, et de toute façon, à la fin, on fera les comptes. Et ça sera peut-être insuffisant, mais au moins qu'on fasse semblant de faire quelque chose qui nous donne envie de se dire, ouais, on a vraiment tout essayé, et là, ça va. Merci Gilles. José, tu voulais répondre à Gilles peut-être? Ouais, non, mais j'entends son discours. Après, déjà, le maintien ou pas de Didier Digard n'a jamais été une question. Avant, après Saint-Brieuc, pendant ce que vous voulez. Enfin, ça n'a jamais été une question. Ça fait très longtemps que le discours interne est que quoi qu'il arrive, Didier Digard finira la saison avec le Havre. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que tu parles de grande cuisine ou d'aller à l'essentiel. Mais je pense qu'aujourd'hui, les intentions de Didier Digard sont pas de proposer de la grande cuisine, sont de récupérer des points là où il peut en récupérer, peu importe l'adversaire en face, peu importe la manière. Je pense que c'est le discours qui est clairement donné à chaque avant-match, chaque mi-temps et chaque après-match quand tu viens de perdre ou que tu viens de prendre un point, pardon. C'est d'aller glaner des points. J'ai du mal à imaginer que le discours aujourd'hui interne au Havre, ça soit de dire les gars, il faut super bien jouer, il faut proposer un jeu hyper chatoyant, etc. C'est quand tu te retrouves dernier de Ligue 1 et que tu es à 5 points, c'est d'aller chercher le moindre point. Contre Brest, c'était l'idée de départ. Je te rejoins sur le côté. Je pense que le Havre, potentiellement, encore une fois cette saison, ils l'ont montré l'année dernière, mais encore une fois cette saison, leur maintien passera par une solidité défensive retrouvée, etc. Peut-être la donne qui est différente par rapport, tu évoquais la période Lucas Elsner, etc. La donne qui est différente aujourd'hui, c'est que tu as un besoin de vendre, oui, c'est vrai, et tu as des joueurs qui sont sur le départ. Je pense, moi, d'extérieur, pas forcément tous les joueurs qui sont concernés, on va dire, parce que quand tu commences à rentrer dans des discussions de est-ce que je reste ou est-ce que je pars, est-ce que je prolonge ou est-ce que je prolonge pas, ça vient quand même pas mal polluer ton quotidien de footballeur professionnel qui est juste focus sur qu'est-ce que je vais proposer en termes d'intensité, de qualité technique, etc. C'est des choses à prendre en compte et qui sont actuelles et réelles aujourd'hui au Havre. Une fois qu'on a dit ça, je crois pas que les intentions du Havre aujourd'hui soient de faire du beau jeu, mais soit de se maintenir et de récupérer des points, quoi. Enfin, je pense que le discours que tu tiens, c'est le discours global qui est tenu au Havre aujourd'hui. C'est ce qui est souhaité au Havre.
tu dis il y a Gorgelin et Lloris qui veulent se maintenir et les autres ils s'en foutent. Je pense pas, non. Je pense que tout le monde rentre avec les crocs et tout le monde est peiné à la fin d'un match quand il y a un mauvais résultat. Parce que même par essence, sans parler du Havre, un footballeur professionnel, mais un professionnel tout court du sport, n'aime pas perdre. Enfin, c'est pas l'idée, quoi. Pardon, si je mets pas le micro, je vais avoir du mal. Merci. Merci Jim, merci Josué. Thomas, t'as des crampes, je suis désolé, ça fait 10 minutes que t'as la main levée. Je te laisse la parole et après on va laisser Quentin conclure. Vas-y Thomas. Non, mais ça va, je gère mes crampes, je te rassure. Non, oui, alors je suis désolé si j'ai pu avoir l'air de manquer de respect par rapport à Didier Gars, parce que c'était vraiment pas l'objectif. Après, moi, ce qui me chiffonne par rapport à la situation et par rapport on va dire, au contexte qu'apporte Josué, moi, il y a deux choses qui me chiffonnent profondément. C'est que, premièrement, le fait qu'on ait décidé, arc-bouté, qu'on garde l'entraîneur jusqu'à la fin de saison, je suis pas forcément sûr en soi que ce soit pertinent. C'est-à-dire, ça reste un levier, ça reste une façon de réveiller une équipe. S'il y a beaucoup d'équipes, notamment mal classées, qui le font, c'est pas pour rien. Alors, effectivement, des fois ça marche, des fois ça foire, on n'en sait rien. Mais de dire que ce levier-là, tu l'activeras pas quoi qu'il arrive, je suis pas sûr que ce soit hyper pertinent. Après, non, manque de respect, je suis désolé si ça a pu paraître comme ça, mais c'était pas l'objectif. Après, moi, ce qui m'a choqué effectivement sur ce match-là, c'est de ne pas mettre, notamment offensivement, parce qu'offensivement, on est quand même à la rue, hein. Je crois qu'on a marqué 14 buts en 19 matchs, si je dis pas de bêtises, de pas mettre tes éléments qui semblent les plus performants. Hassan, il était rentré à Reims, donc on savait qu'il pouvait jouer un bon petit bout de match. Antoine Joujou qui sortait de deux bonnes performances, moi je m'attendais à le voir titulaire effectivement. Et surtout, au-delà de ça, c'est que les choix, ils sont pas forcément toujours bien expliqués, en conférence de presse. Donc oui, effectivement, nous on juge sur ce qu'on a vu, on peut pas juger sur ce qui se passe en interne, mais en même temps, en tant que supporter, on a que ça. Je veux dire, moi, ce que je vois du Havre, c'est les 90 minutes par semaine où je suis derrière eux à gueuler, alors soit en tribune, soit derrière ma télé. Hier, c'était derrière ma télé. Dimanche prochain, ce sera en parquage. Mais on n'a que ça, nous, pour juger. Donc à un moment, effectivement, on fait avec ce qu'on nous donne à voir. Et effectivement, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Je veux bien l'entendre et je veux bien le comprendre. Mais sur ce que je vois hier, oui, j'ai beaucoup d'interrogations par rapport à la compo qui est mise en place, par rapport au choix des joueurs, et par rapport, du coup, alors je veux pas dire à la compétence de Ligard, mais par rapport au choix qu'il opère, ça c'est clair. Du coup, je réagis parce que je voulais surtout pas que tu le prennes personnellement. C'est j'enlève vraiment encore une fois manque de respect. L'idée, c'est d'apporter le complément, comme tu dis, de la partie immergée de l'iceberg. Mais ton discours que tu viens de tenir, pour moi, en tant que supporter, est totalement audible, tu vois. Parce que aujourd'hui, comme tu dis, t'as ces 90 minutes-là devant toi, t'as les 30 minutes de conf de presse et de zone mixte, tu récupères les déclats, les machins, etc. Et tu fais ta recette. Et encore une fois, aucun problème avec ça. Et que toutes tes interrogations que tu te poses aujourd'hui, elles sont légitimes. À aucun moment, je remets ça en question. Ce que je veux dire, c'est d'apporter plus un complément plutôt que de dire tu manques de respect ou je sais pas quoi. C'est pas du tout mon discours. D'apporter un complément, pardon, en disant justement dans ton interrogation, moi je soulève le truc que pour répondre à ton interrogation ou à tes doutes sur ça, Didier Digard, lui, a 100% du tableau général et que quand il fait son choix, il le fait pas juste sur 90 minutes un dimanche ou un samedi, mais il le fait sur une semaine, sur une saison complète, sur des dynamiques, sur des discussions qu'il a en interne, etc. Et que voilà, tu peux avoir le mardi un mec qui vient le voir et qui dit je me sens pas, je sais pas, je suis pas en forme pour X ou Y raison. Et toi, tu auras pas cette discussion, tu le sais pas pourquoi et tu sais pas pourquoi il est pas aligné sur la feuille de match le samedi, quoi. Mais ça, c'est réel pour tous les clubs, en vrai, c'est pas juste le Havre. Merci à vous deux. Quentin, tu voulais intervenir. Après, ça sera Clément et après on va tourner cette petite page si vous me permettez. On va passer à la suite. Bon, il y a deux, trois infos encore à revenir. Quentin, je t'écoute. On t'écoute. T'as du réseau au moins ou pas? Si tu veux intervenir? Ouais, ça va aller assez vite, mais Vas-y. alors je peux comprendre. Alors ouais, Quentin, t'as donc, toujours pas de c'est réseau, Quentin. pour revenir sur ce que dit Josué. Alors je peux Ouais, Quentin, retrouve du réseau. Je vais laisser juste la main à Clément et puis tu t'exprimeras après si ça te dérange pas, s'il te plaît. Change de pièce. Clément, on t'écoute. Bonsoir Quentin, Clément c'est en d'ailleurs. direct. Oui, bonsoir, ça va? Je vois qu'on s'amuse bien ce soir, c'est rigolo. Vas-y, je te laisse t'exprimer. Après, c'est compliqué de conclure là-dessus. Moi, ce que je remarque surtout, après, il y a dans ce que tu dis, Josué, il y a beaucoup de vrai. C'est sûr que on n'est pas armé entre guillemets avec tout ce qu'on a eu autour du club
Ces derniers mois, on n'est pas visiblement, on n'est pas armé pour jouer le maintien. Je pense que tout part du départ d'Elsner au mois de juin. Après, moi, ce que je vais reprocher à Digard sur ce que j'ai vu, c'est la com déjà qui fait quand il t'annonce cet été qu'il va marquer plus de buts que l'adversaire et que finalement, dernier match de prépa, tu te prends 6-0 contre Bochum, ça te plante un peu le décor. Et pareil, quand on en reparlait la dernière fois, quand il dit bah moi les joueurs qui sont pas motivés et tout, bah voilà, je vais commencer à faire des choix. Et quel choix il a fait un mec comme Targaline. Alors après, je veux bien que t'aies moins de monde sur le banc parce que t'as Touré qui est blessé, mais un mec comme Targaline, pour moi, il doit jamais débuter ce match-là. Tu peux mettre qui tu veux, tu peux mettre Confé si tu veux, mais Targaline, au vu de ce qu'il monte depuis 6 mois, il doit jamais débuter. Déjà depuis Monaco où il nous l'a mis à l'envers, pour moi, pourtant j'ai beaucoup aimé ce joueur il y a un an, mais c'est pas un joueur qui a sa place dans le 11 sur sous nos couleurs. Je sais pas ce qui se passe en entraînement. Moi, ce que je vois, c'est les matchs. Après, qu'il soit bon à l'entraînement, qu'il se défonce en entraînement, peut-être. Mais en match, Targaline, le match qui nous a fait ce week-end, c'est à l'image de ce qu'il nous fait depuis 6 mois. Je suis désolé. Si on parle sur un point strictement tactique, il y a beaucoup de décisions tactiques de choix de joueurs, même si on parle simplement de choix de joueurs qui sont incompréhensibles. Et si tu parles d'une manière tactique, c'est pourquoi tu t'entêtes à jouer à 5 alors que tu as tous les analyses, enfin tous les supporters qui disent bah passe à 4, tu vas voir, ça va être mieux. Et passe à 4, bon, c'est pas non plus la panacée, mais c'est quand même légèrement mieux. Et en fait, on a l'impression que Digard il subit les choses. Et en fait, c'est tout, tu vois, c'est toute cette atmosphère qui se dégage autour de ce qu'il fait et de ce que nous on ressent, qui entre guillemets, bah, on est un peu mauvaise contre lui. Après, dans le fond, je pense pas que c'est un mauvais gars, mais je trouve que il y a quand même, pour moi en tout cas, ce qui se dégage, il y a un énorme sentiment de gâchis, quoi. Alors voilà, c'était un peu ma conclusion. Je dis pas que tout est de la faute de Digard. Je pense que les torts sont partagés, mais je trouve que pour moi le choix de l'homme par Bonnemer, je pense pas que c'est sur lui que j'aurais été de base. Après, c'est facile de dire ça maintenant, mais bon. Merci Clément. José, est-ce que tu veux réagir sur les propos de Clément ou sinon j'essaie de donner sa chance à CSC Non, non, dans sa cave. ouais, laisse la parole à d'autres, y a pas de souci. Quentin, est-ce que tu as du réseau? T'es sorti de ta cave ou pas? Je t'en supplie, dis-moi que c'est C'est bon. bon. T'es pas obligé de me supplier. Ah, dis-toi, je suis parti dehors là. Ça va, il fait chaud là où t'es, c'est bon. Ouais, bah viens ici, tu verras. Non, mais moi, ce sera plus un constat que je vais faire, mais parce que Josué tout à l'heure, bah, c'était pour rebondir sur ce qu'il a dit, que qu'on n'était pas obligé de faire du beau jeu pour marquer des points, et cetera. Je regarde énormément de matchs de football parce que j'ai que ça à faire en ce moment, mais il y a un constat qui est flagrant. Quand tu essayes de repartir de l'arrière, que tu essayes de construire, enfin, faire un semblant de construire un jeu, alors qu'en fait, il y a beaucoup tu peux jouer beaucoup plus simple que ça. Et c'est critiquable, je suis désolé. Après, si on peut faire un autre constat, alors c'est vrai que le contexte il est complètement différent par rapport à l'année dernière, mais défensivement, on est médiocre. On est déjà à 38 buts encaissés, on est à la moitié du championnat. L'année dernière, on a une défense assez solide, on n'en avait pris que 45 en une saison. Je trouve en fait, même je suis d'accord avec Clément, les choix de joueurs, on n'est pas là la semaine, on peut pas le savoir. Il y a des analyses vidéo qui font plein de choses, plein de boulot. Mais tout est critiquable, en fait. Et moi, je l'ai pris un peu personnellement ce que tu as dit, parce qu'en fait, on fait une émission où en fait, tout le monde réagit par rapport à ce qui se passe aux alentours. Et si on peut plus faire ça, enfin voilà, T'as été pour moi, le chagriné. manque T'as de été réel. chagriné par ce qu'a dit Josué tout à l'heure. Ouais, je suis un peu chagriné parce que on fait ça pour partager un peu le point de vue, essayer de avancer le schmilblick et essayer de se redonner un sourire par rapport à la saison. Et finalement, si on peut plus rien s'exprimer et plus rien dire, enfin, il n'y a plus aucun intérêt. Ah, si, tu peux dire absolument tout ce que tu veux, je t'assure. Vraiment, pour le coup, on s'est vraiment pas compris sur le terme, mais tu peux absolument dire tout ce que tu veux, critiquer autant que tu veux ce que tu vois, enfin,
c'est pas du tout sur un truc de on peut plus dire ou plus faire que je veux intervenir et que j'ai voulu intervenir. C'était sur la dimension de l'enchaînement des discours de je ferai ça à sa place, je ferai ça à sa place, je ferai ça à sa place. Pour moi, faut faire ça. Pour moi, faut y aller comme ça. Pour moi, faut y aller comme ça. La saison dernière, on a vu ça. Cette saison, on voit plus ça. Ça, on voit ça. Ça, on voit plus ça. Mais les choses ont changé, les éléments ont changé, le contexte est différent. Quand tu parlais de la solidité défensive, du hack la saison dernière, cette saison, il y a des paramètres que tu peux pas oublier. Tu vois, genre l'été d'Etienne Kinkoué, la blessure de Sanganté. Enfin, il y a énormément de choses qui sont bien différentes et qui peut expliquer aussi que tu te retrouves avec une défense qui a été beaucoup moins solide, beaucoup moins régulière. Enfin, encore une fois, pour moi, mon intervention n'était pas du tout pour dire t'as pas le droit de critiquer ou quoi, ou il y a une censure sur ce que je vois, j'aime pas. Enfin, mais libre à toi et je suis le premier à défendre ça, donc aucun problème avec ça. Enfin, c'était pas le but de mon intervention. Quentin, est-ce que tu te sens mieux? T'inquiète pas, les Space resteront les Space. On sera toujours là. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais sachant qu'on fait quand même, enfin, pas pour ma part, enfin, même pour les autres, c'est surtout les autres on fait tous des critiques assez constructives. On fait participer plein de monde et je trouve pas qu'il y ait eu de manque de respect vis-à-vis de Digard, même si, et je pense même qu'il y a eu plus de critiques. Je suis Il y a eu revenu plus sur de critiques de Digard il y a un mois. Ouais, je suis revenu Non, sur mais le thème oui, respect. Hein. Je pense que c'est pas ce qu'il voulait dire et j'ai bien compris. Non, mais je peux comprendre que Digard a été critiqué. Et en plus, on est assez gentil avec lui parce que quand je vois sur X, qui est un réseau où en fait il se passe pas mal de choses, franchement, on est vraiment gentil parce que j'ai vu passer des choses il y a un mois et demi sur Digard. Ça avait pas du tout sa place. Il y a eu des insultes, etc., Après, que je ne cautionne pas, mais faut pas on oublier, est quand même assez. faut pas oublier qu'il a été sifflé à la 7e journée. 7e journée. Oui, complètement, oui. Au stade Océane, il est sifflé à la 7e journée. Donc, enfin, c'est pour aussi remettre dans l'ensemble mais encore une fois, c'est pas visé vis-à-vis de toi ou vis-à-vis de quelqu'un dans ce space, etc. C'est d'un œil extérieur. Moi, quand j'observe, parce que c'est mon métier, c'est juste d'observer, je trouve que Didier Digard est souvent pointé comme l'ennemi public numéro 1, la source des problèmes, le responsable numéro 1, etc. Et que dans une dynamique négative, il y a quelqu'un qui a parlé de tort partagé tout à l'heure. Je trouve que c'est beaucoup plus équilibré d'aller dans ce sens-là et même de prendre des éléments de contexte au final, des choses qui pèsent sur le club mais qui sont pas de ta responsabilité première. Tu te bats contre des éléments parfois. Ta direction sportive au Havre aujourd'hui se bat contre un élément, c'est-à-dire qu'elle enchaîne des mercatos avec que chi, zéro, que dalle, un Mars. Elle est en train de te ramener des faux Ballo-Touré, des mecs comme ça. Et la seule condition, et c'est pas des moindres, c'est que ces mecs-là, s'ils arrivent au club, c'est qu'ils sont passés de la Ferrari à la Clio 2 pour être dans ton club. Sinon, ils sont pas là. Et ça, c'est des éléments qui t'appartiennent pas. Et encore une fois, moi, je trouve le travail, je le trouve exceptionnel. Alors, c'est par rapport à la situation comptable du club, vous allez me regarder, vous allez me dire, mais il a fumé, c'est pas problème. Mais moi, je trouve ça exceptionnel parce que la situation, elle est critique, elle est très compliquée à gérer. Et ça, c'est pas des choses où tu peux dire, c'est de la faute d'un tel, c'est de la faute d'un tel, etc. T'es contrôlé aujourd'hui, t'es quand même contrôlé par la DNCG. T'as peu de choses à faire. Et se maintenir dans l'élite, quand on connaît dans l'écosystème du foot l'importance du financier, se maintenir dans l'élite avec autant de contraintes à ce niveau-là, ça relève du miracle. Et un miracle, c'est pas fait pour se répéter 3, 4, 5 fois d'affilée. Moi, je connais aucun club, mais dans le top 5 européen, qui se maintient sur 1, 2, 3, 4 saisons avec 0 dans les poches. Ça n'existe pas. En tout cas, historiquement, ça s'est pas fait. Impossible n'est pas vrai. On va voir. Oui. Bonsoir, Vivien. Salut à tous. Salut à tous. Vivien, avant de te laisser parler et rebondir là-dessus, joyeux anniversaire, camarade. Il a encore l'heure. Merci, Guillaume. On te fait tous des gros bisous pour ton anniversaire. Maintenant, parenthèse terminée. J'espère que tu as bien profité en tout cas. Je te laisse t'exprimer et échanger avec José. Je pense que c'était le but de ton intervention. Oui, j'écoute attentivement. J'ai récupéré un petit peu le train parce que j'étais en famille ce soir. Josué, j'ai cru comprendre que tu intervenais parce que tu voulais mettre un petit peu de hauteur par rapport au débat, c'est ça, hein?
par rapport au Ouais, fait des critiques un petit peu. j'ai pas cette prétention-là du tout et je me suis mal fait comprendre du coup par Non, pas mal de après il a personnes. apporté alors je vais pas dire qu'il défend l'entraîneur, mais il donne un point de vue de la hauteur au débat plutôt que nous en tant que supporters, on est voilà à fond dedans et il y a des choses qu'on voit pas et voilà, il a apporté son point de vue qui est très intéressant, qui a permis d'enclencher un débat qui manquait ici parce que les j'aime pas dire ça, les anti-Digard, les pro-Digard, etc. Mais les gens sur Twitter qui défendent l'entraîneur, etc. ne viennent pas s'exprimer et ça m'emmerde. Pour parler vulgairement, j'ai envie d'avoir ce débat-là avec nous, qu'on discute tous posément et que ça parte pas en vrille comme sur Twitter depuis que Musk a repris le contrôle, où c'est des insultes à tout va et tu peux pas échanger calmement avec des gens. Donc là, ce qu'a fait Josué aujourd'hui, c'est ce que j'attends depuis des semaines, des mois, qu'on ait un débat constructif autour de l'entraîneur, de ce qui se passe, de la situation. Je t'en remercie Josué et Vivian, excuse-moi, je te laisse la parole. Non, c'est très bien, au contraire. Pour le coup, je pense que José et moi, on a une approche assez similaire de la situation parce que vous me connaissez tous, hein, je suis plutôt du genre à voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide et à à équilibrer un petit peu les responsabilités de chacun par rapport à la situation sportive actuelle où effectivement, je pense que dans l'absolu, Didier Digard est peut-être pas l'entraîneur idéal pour le hack parce que enfin, l'entraîneur idéal en tout cas, les résultats actuels montrent que c'est compliqué, mais comme j'ai entendu tout à l'heure, c'est que le contexte actuel est compliqué de tout point de vue, d'un point de vue économique, d'un point de vue sportif, enfin rien ne va dans notre sens en ce moment et que c'est difficile d'entendre que la responsabilité totale est sur les épaules de Didier Digard puisque on se rend compte que sur le terrain quand Targaline fait par exemple une faute comme on a vu rencontrer hier c'est pas Didier Digard qui est sur le terrain, c'est pas un joueur de PS5 qui joue à FIFA et qui commande les joueurs à distance. C'est que je pense que c'est un tout. Et il y a certainement peut-être des problèmes tactiques en termes de choix de joueurs, mais il y a aussi certainement un problème de niveau, un problème plus général d'incapacité du club à avoir pu régénérer un effectif qui était à bout de course en fin de saison dernière quand Lucas Elsner est parti. Donc c'est multifactoriel et c'est bien d'avoir une position autre que celle de nous supporters qui prenons pas forcément toujours du recul par rapport à des événements qui nous tiennent à cœur, parce que le hack pour nous tous c'est avant tout une histoire d'amour. Et par rapport à ces choses-là, c'est pas toujours facile de prendre du recul par rapport à ces situations et l'avis de Josué et d'autres observateurs du monde du football qui eux n'ont pas le côté affect comme nous, c'est toujours intéressant d'avoir cette position-là. Donc c'est bien d'introduire dans le débat ce genre d'analyse complémentaire et ça n'empêche pas qu'il faut tous se respecter et qu'on a tous des avis différents et que il y a à la fois des pro-Digard, des anti-Digard, des gens plus neutres et que ce ne sont que des avis et que voilà, ce n'est que du foot et derrière, on a ce qui nous unit tous, c'est l'amour par rapport au hack. Donc voilà, faut rester raisonnable et tous se respecter. Et c'est important que ça reste dans ce cadre-là. Et jusqu'à maintenant, ça a toujours été le cas au sein de cette émission. Moi, j'ai toujours eu l'impression que les gens étaient quand même bienveillants et raisonnables. Donc voilà, ça va dans le bon sens. On fait la police aussi, on empêche que ça Exactement, déborde. non, c'est vrai, hein, c'est vrai. De toute manière, il n'y a plus de anti-Digard, vu comme disait Gilles, il va rester jusqu'à la fin de la saison. Oui, voilà, de toute façon, oui. Oui, oui. Il n'y a plus besoin d'être anti-Digard, de toute façon. Là, tu as le choix entre l'accepter et dire que de toute façon, tu vas finir en Ligue 2 ou supporter Caen et descendre en National. Voilà. Désolé. Voilà, le petit tacle glissé, parfait, ça joue. Alexandra, tu voulais réagir. On va pour la conclusion. Non, finalement, tu veux plus? Non, j'arrête là. Bon, d'accord, ça marche. Voilà, on va clore l'émission quasiment. Voilà, j'ai juste 2-3 infos. Josué, je profite que tu sois là. Tu parlais tout à l'heure des transferts et de l'arrivée de Fodé Ballo-Touré. Justement, je voulais avoir
ton avis sur le joueur, si tu peux nous en dire quelques mots pour ceux qui ne le connaissent pas. Super recrutement a priori. Bah, enfin, déjà au-delà du sportif, je me suis fait pas mal critiquer quand j'ai repris l'officiel en disant super coup du hack. Donc il y a beaucoup de gens qui me sont tombés dessus en disant ouais mais c'est un mec qui joue pas, etc. Enfin qui est plutôt dans une pente descendante, on va dire. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs d'une part. Quand je parlais de super coup aussi, c'était un super coup financier parce qu'il faut savoir que le joueur a consenti à de très très gros efforts financiers pour venir au hack. Après, c'est un joueur qui va avoir besoin de se remettre dedans. Mais si on sort de la partie logistique et financière, c'est un énorme coup parce que c'est un mec qui a un talent fou, qui est dans la même dynamique, j'ai envie de dire. Enfin, un joueur qui peut apporter beaucoup plus, en fait, qui peut réveiller techniquement cette équipe. C'est le cas notamment de Mahamadou Diawara qui n'était pas forcément connu parce que formé au PSG avec la réserve à Lyon derrière et qui n'a pas forcément été beaucoup mis en lumière sur son début de carrière. Mais c'est un joueur qui a un énorme potentiel, qui a fait d'ailleurs des très fortes impressions dès son arrivée au Havre sur ses premiers entraînements, etc. Donc ce sont des joueurs qui, pour moi, qui vont sortir un peu de la mêlée, on va dire, sur le plan technique et qui peuvent apporter. Encore une fois, sur le cas Fodé Ballo-Touré, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de temps de jeu, de s'intégrer progressivement aussi dans cet effectif. Encore une fois, qui était en étape de réserve, là, qui va intégrer un championnat avec une intensité qu'on connaît, avec la dimension tactique, etc. Donc, prendre des précautions aussi sur la manière de le faire monter. Mais moi, j'estime que en tout cas d'un extérieur, c'est un très bon coup à la fois sur le plan sportif et aussi sur le plan des négociations, de la manière dont ça s'est passé. Avec le contexte qu'on connaît au Havre, c'est un très gros coup. Ouais. Merci beaucoup Joseph pour l'éclairage. Est-ce que tu as côté départ, est-ce que tu as quelques infos éventuellement? Est-ce que tu as des noms qui circulent sur le départ? Parce qu'à priori, il faut que le Havre dégraisse, surtout gagne de l'argent. Est-ce que tu as quelques infos éventuellement? Je ne vais pas vous donner des noms. Je discute régulièrement sur le sujet. Aujourd'hui, il n'y a rien de concret pour avancer, pour sortir un nom, dire telle personne est sur le départ. Il y a rien d'assez avancé pour le dire. Ce qui est sûr, en tout cas, par rapport à, j'ai réagi du coup sur l'info Junior Manga. Ce qui est sûr au Havre aujourd'hui, c'est que tu n'auras aucune arrivée, peu importe sous quelle forme, sans un départ. Donc le prêt annoncé acté de Junior Manga, c'est bel et bien une piste qui est travaillée parce que le Havre veut se renforcer principalement au milieu de terrain, tout en sachant aussi, parce qu'on en a parlé dans ce space-là, que les prolongations pour Targaline, c'est quelque chose qui est plutôt sur une tendance très négative, donc plutôt un joueur qui est sur le départ aussi, qui a été convoité pendant ce mercato estival, mais pareil, rien de concret pour avancer des choses, mais qui reste convoité. Et je rebondis sur ça parce que c'est aussi important de le mettre sur le terrain aussi pour qu'il soit vu, qu'il soit dans le rythme, qu'il soit bankable pour potentiellement une sortie. C'est pas une info, ce que je dis, c'est juste une dynamique logique quand t'es dans une recherche de mais ça explique-moi, c'est complètement con de faire ça. Je dis pas. Alors, attention, je précise une chose, la dynamique de l'entraîneur ne sera jamais de dire je fous un joueur sur le terrain parce que je veux le faire sortir. C'est pas du tout ce que je dis. Moi, je l'analyse comme ça d'extérieur. Je me dis que un joueur qui est sur le terrain permet d'être plus bankable pour le marché. Didier Digard, quand il met Oussama Targhaline sur le terrain, c'est clairement pas en se disant on va le vendre. Il va prendre les projecteurs, on va le vendre. S'il le met sur le terrain, c'est qu'il estime que il a fait du bon boulot cette semaine à l'entraînement, qu'il est prêt pour ce match-là et qu'il va répondre au contexte de ce match-là. Par exemple, s'il le met contre Brest, il avait une idée en tête, elle n'a pas été payante. Targhaline est clairement passé à côté. Mais le fait de le mettre sur le terrain, pour lui, ça répond juste à une dimension sportive. L'idée n'est pas de dire... Surtout quand tu es dans ce contexte-là comptable, tu vois. Tu vas pas commencer à mettre des mecs sur le terrain en disant je vais faire sortir des joueurs en les mettant, c'est pas possible. Mais moi, ça répond à quel... Enfin, c'est quoi la logique de mettre Targhaline sur le terrain? En fait, moi, j'aimerais qu'il nous explique pourquoi il met Targhaline sur le terrain, quoi. Oui. Après, je reviens. C'est marrant parce que le foot, ça va très vite quand même.
Ça me fait penser à un truc qui me vient là en tête. Je suis allé au Stade Océane saison dernière. En fait, j'avais interviewé Oussama, je crois, une semaine avant. Et c'était sur Le Havre-Lyon, il est titulaire. Et à cette époque-là, Targaline au Havre est vraiment perçu comme genre hyper talentueux, mec technique au-dessus de la mêlée qui apporte vraiment sa grinta. Voilà, il y avait tout ce discours-là autour de Targaline. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur cette saison, il est clairement un ton en dessous. Et c'est pas qu'il est un ton en dessous, c'est qu'il veut se barrer. Non mais non mais faut que tu sois non mais faut être cohérent. Moi je sais pas. Moi Oussama c'est un mec que j'adorais, que j'ai adoré voir jouer. Je trouve que c'est un joueur qui était hyper élégant. Là c'est juste que comme au Péry, il veut se barrer. Donc je vais te répondre simplement sur ça. Je suis entièrement d'accord avec toi. Qu'il ait des envies d'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal de joueurs dans pas mal d'effectifs qui l'ont. Je vais te prendre un exemple en parallèle. Tu as un mec à Marseille ou à Paris demain qui a des envies d'ailleurs. Tu as un effectif avec 30 professionnels, avec 3 postes doublés, et tu te dis, tiens, tel joueur, là, aujourd'hui, il a des envies d'ailleurs. L'entraîneur, c'est facile pour lui de dire, ok, lui, pour l'instant, c'est à la cave, je le mets sur le banc parce qu'il est en instance de départ, ça se voit dans plein de clubs, ils sont même plus convoqués dans les groupes d'ailleurs, parce que tu as des solutions, tu as des alternatives. Aujourd'hui, au HAC, c'est moins le cas, parce que tu n'as pas cette marge de manœuvre, je suis pas d'accord avec ça. En vrai, vrai débat, mais aujourd'hui, quel milieu aujourd'hui t'as donné satisfaction au Havre en disant tiens, on installe ces 3-là parce que c'est sérieux, c'est propre. Moi, je préfère avoir Aloïs Confé sur le terrain que Targaline. Ouais, parce que tu le vois en mode état d'esprit, etc. Oui, mais bien sûr. Mais comment le Havre s'en sort aujourd'hui? C'est pas avec le talent, c'est avec l'état d'esprit. Je pense que si. Je pense qu'un joueur qui est talentueux sur le terrain peut te débloquer des situations. Et je pense que Targaline fait partie de ce registre-là. Je te parle même pas du Havre. Mais Targaline, pour moi, est un joueur talentueux. Bien sûr, mais je suis d'accord avec toi. Le Targaline, il y a un an. Oui, non, il l'est toujours. Il a toujours le talent dans les pieds. Pour moi, c'est là pour le coup. Oui, le talent, ça se perd pas comme ça. C'est juste la performance actuelle. C'est un peu comme Ben Arfa et Neymar, quoi. Ils ont le talent, mais ils auraient pu être les meilleurs joueurs du monde. C'est juste qu'ils n'ont pas l'état d'esprit, quoi. Oui, mais c'est des joueurs qui, je vais quand même pas comparer. Non, mais d'accord, mais peut-être pas comparable, mais ce sont des joueurs qui peuvent te débloquer un match sur un coup de pied, sur un centre, sur une frappe, sur quelque chose, sur un dribble, sur une inspiration, sur une passe. Et d'avoir ces mecs-là dans l'effectif, mais je repense à Nabil Alioui qui est parti depuis, c'était des mecs que tu mettais sur le terrain, tu savais que sur une accélération, un débordement, quelque chose, il y avait quelque chose qui se créait. D'ailleurs, on parlait des dynamiques, je pense que si le départ de Nabil Alioui a fait beaucoup de mal, parce que c'était des mecs comme ça qui sortaient de la mêlée, qui techniquement en Ligue 1 sont au-dessus. Ils sont au-dessus. Clairement, Targaline, il pourrait. Franchement, je mettrais le conditionnel. Il est pas au-dessus techniquement pour l'instant. Il pourrait être. On a le même space. Il y a franchement, il y a 6 mois en arrière. Jamais tu me dis Targaline, non, c'est pas parce que vraiment, il y a 6 mois en arrière, tout le monde avait conscience de son talent et son talent, il est pas parti en 6 mois. Ah non, moi c'est pas son talent, c'est son potentiel que j'ai loué. Et c'est un joueur blessé aussi, il faut pas oublier ça. Bien sûr. Je pense qu'il faut le distinguer entre talent et potentiel. Le talent, le problème, c'est qu'il l'a jamais trop montré au Havre. Il a montré un potentiel. Pour moi, il y a une nuance. Mais là, comme le disait Josué, il a été énormément blessé. Il joue un match sur 4. Si on compte tous les matchs qu'il a joué, il a trop peu joué malheureusement. Et c'est vrai que. Mais encore une fois, moi, après peut-être que je suis vieux con, mais je privilégie honnêtement, je privilégie l'état d'esprit sur. Ton discours, il s'entend de ouf. Enfin, vraiment, tu peux aussi partir de ce principe-là à dire, je sais pas, je crois que c'est, il est parti depuis, pardon, qui parlait genre genre limite on bétonne et on part sur un truc beaucoup moins excitant, on va dire, sur le papier, avec des joueurs de collectif, labeur, etc., autoritaires dans le duel, qui voilà. Mais moi, je me dis que dans une situation, et je parle pas du Havre, là, je me dis que dans une situation d'un club qui est comme ça, ça se joue sur un 0-0 ou un 1-0 parce que le Havre va pas en coller 4 tous les week-ends. Je me dis d'avoir un mec comme ça qui, sur juste un éclair, peut te réveiller un match, peut te faire la différence. Je me dis que malgré tout, même si pendant 87 minutes tu le regardes et tu dis il est à côté, c'est pas possible de mettre un mec comme ça sur le terrain. S'il te met le but qu'il faut, bon là pour le coup il l'a offert, mais dans le mauvais sens. Mais non, mais s'il te le met, tu dis ah ouais, je comprends aussi l'intérêt d'avoir un gars comme ça sur le terrain. Honnêtement, je suis
Honnêtement, Digard en plus, il privilégie les joueurs qui sont athlétiques, les joueurs qui ont un minimum de touches techniques, il les met sur le banc. À part Targaline, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais Targaline il est sur le terrain. pour sortir de ça, je pense que, parce que du coup, il faut aussi envisager les journées à venir. Oui. Je pense vraiment qu'un mec comme Mamadou Diawara va faire énormément de bien au milieu de terrain, vraiment. Mais le problème, c'est que c'est un peu tard, malheureusement. Non, il n'y a rien de tard. Clément, je suis désolé, mais il va falloir qu'on conclue. Non, t'inquiète pas, désolé. Non, mais t'inquiète pas. On a compris ton propos. Josué aussi. L'échange était intéressant. Après, voilà, maintenant, faut se tourner vers l'avenir. Nous, en tant que supporters, effectivement, nous, dans l'émission, le but, c'est de réagir, commenter ce qui se passe, etc. On donne notre avis, ça plaît pas. On n'est pas non plus, effectivement, comme le disait Josué, dans les coulisses, etc. H24, voilà. On donne quand même notre avis sur la situation. Voilà, c'est le but. Le but de cette émission, c'est de réagir, d'être tous ensemble, de commenter l'actualité, de nous réunir en tant que supporters expatriés, situés au Havre, etc. De partager un bon moment. Voilà, en ce moment, c'est pas la joie. On a connu des super moments avec la montée en Ligue 1. Là, voilà, on est dans le dur. Il faut toujours qu'on reste soudés, qu'on soit toujours derrière l'équipe. Voilà, de toute façon, nous, notre rôle, c'est ça, c'est de les supporter. Et on sera là toujours là jusqu'au bout. Le prochain rendez-vous, c'est dimanche à Angers. J'espère que vous serez nombreux. Moi, j'y serai pour une fois. Enfin, en tout cas, pour une fois. C'est un des déplacements les plus courts que j'ai à faire, donc je serai à Angers avec mon ami Thomas. Thomas, t'es chaud, hein? Je suis chaud et pour finir sur une bonne note, j'ai jamais vu de défaite en parquage. Ouais, moi je vais pas en parler. Mon dernier déplacement c'était à Saint-Brieuc, voilà, et celui d'avant c'était à Rennes. Bref, donc voilà. Avant de conclure, je voulais quand même, le conducteur a été chamboulé, mais je voulais quand même revenir sur ce qu'ont fait les féminines du HAC, qui ont battu Montpellier 2-0 à Montpellier en Coupe de France en huitième de finale, et nos ciels et marines affronteront Toulouse en quart de finale à domicile avant de recevoir une nouvelle fois si qualification il y avait. Au début, je voulais dire que c'était un coup de gueule parce que la tradition du HAC, c'est de se faire virer dès le premier tour. Mais là, on va quand même se féliciter les filles pour leur parcours et qui ont une chance d'aller plus loin puisque l'Ogre Lyonnais a été éliminé. Donc voilà, on a peut-être une petite chance d'aller un peu plus loin en Coupe de France. Donc ça serait pas mal. Je te remercie, Josué, d'être intervenu. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour lancer un débat qui était hyper intéressant parce qu'effectivement, de notre côté, voilà, on est de notre côté de supporters. Voilà, on n'a pas tous les points de vue. Et puis j'avais envie d'avoir quelqu'un qui avait un autre son de cloche, on va dire, et qui permet de lancer un débat très intéressant. Donc merci beaucoup d'être venu, Josué. C'est gentil. Et encore une fois, l'idée n'était clairement pas de dire il n'y a pas le droit de critiquer enfin c'était pas du tout le but de mon intervention. Non, mais en tout cas, je pense qu'on l'a bien compris au fur et à mesure, et c'était vraiment un débat très très riche et très très intéressant. Je m'attendais pas du tout à ça en préparant l'émission, et voilà, c'était vraiment génial. Donc, merci à toi, merci à Thomas, merci à Quentin, merci à Vivian, merci à Clément, merci Romain qui est parti, merci à Alexandra d'être intervenu. Merci à Gilles. J'espère que j'oublie personne. Merci aux auditeurs. Vivien, une nouvelle fois, bon anniversaire, cher ami. Gabin aussi, qui est auditeur, fête aussi son anniversaire. Je ne sais pas s'il a le même grand âge que toi, mais je lui souhaite également un très bon anniversaire. Donc, on se retrouve tous, j'espère, au stade Raymond Kopa pour faire un max de bruit. J'aimerais bien qu'on nous entende à la télé encore plus fort que les Angevins, qu'on fasse du bruit et que notre équipe ramène les 3 points. Ça serait quand même énorme. Si c'est le cas, je lance un space en direct du stade. Alors, je vous annonce, non, je plaisante. Voilà. En tout cas, je voulais vous remercier pour votre fidélité. Merci d'avoir assisté à l'émission. J'espère qu'elle vous aura plu. On va se retrouver dans 15 jours pour le prochain space. J'annoncerai tout ça sur les réseaux. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Et en attendant, allez le hack!